Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire, mais pas que. Bien content de vous retrouver alors que là on enchaîne les previews à l'approche de la saison. Je rappelle que ce week-end commence la saison de NCAA D1 Baseball. Au passage, on a eu la première journée, on va dire le premier week-end du softball. Et c'était très intéressant, encore une fois, très électrique, beaucoup de rebondissements. Bref, on sent que notre période arrive. Le Super Bowl aussi s'est terminé avec la victoire des Seattle Seahawks dans un match, encore une fois, voilà, un peu à sens unique. Ce qui veut dire aussi que maintenant le baseball commence. Nous reprenons un peu le lead sur cette période un peu voilà, fin d'hiver, début de printemps, etc., etc. Donc beaucoup d'excitation. On va y aller sans presque plus tarder parce que j'ai oublié mon petit instant promo, il faut pas l'oublier. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les épisodes précédents sur vos plateformes de podcast préférées ainsi que sur YouTube et de même le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. On va y aller sans plus tarder, allez, c'est parti. Alors, il nous reste deux previews à faire. Bien sûr, ça va concerner les deux plus grosses conférences de la nation. Aujourd'hui, je m'attaque à la ACC. Clairement, la conférence qui est la plus proche en termes de potentiel pour pouvoir rivaliser avec la SEC. L'année dernière, c'était intéressant puisqu'on a vu quand même pas mal d'équipes aller au tournoi national. 9 pour être exact, et parmi ces 9 équipes, on en a vu 5 qui sont allées jusqu'au Super Regionals, et ensuite on a eu une équipe qui a représenté la ACC du côté de Omaha pendant les College World Series, c'est Louisville. C'est à la fois une très belle saison qui tend à prouver que la ACC est vraiment complètement installée comme entre guillemets le dauphin en termes de conférence de la SEC. On a vu qu'il y avait entre guillemets pas ou peu de débat entre par exemple la ACC dans les confrontations directes avec la Big 12 qui est censée être la troisième grosse conférence du pays. Par contre, on n'est pas sûr que le gap se soit complètement réduit entre la ACC et la SEC. On a vu des résultats intéressants dans les deux sens, mais on sent que la SEC a toujours un petit gap d'avance. Et ce gap d'avance, ça va être un peu l'objectif pour la ACC, c'est de continuer à se rapprocher des programmes SEC. Je sais, je dis beaucoup ACC, SEC, j'essaie de bien prononcer pour que vous puissiez entendre la différence. Parce qu'en termes de phonétique, c'est pas si loin que ça, bref. Ce qui est intéressant, c'est que malgré, on va dire, le roulement entre les équipes qui deviennent un coup des prétendants au titre ACC et donc des représentants potentiels de la ACC en College World Series, et le fait qu'ils arrivent à maintenir aussi ce niveau d'excellence, ça prouve bien que les programmes sont quand même dans une bonne dynamique, puisqu'on a vu des programmes réémerger, justement Louisville, on a vu des programmes rebondir, on pense à Miami, on a vu des programmes un peu plus sombrés comme Virginia, on va y revenir, mais malgré tout, en termes de conférence directement, la ACC a su maintenir une certaine excellence. Donc on va pouvoir regarder un peu plus cette conférence, sachant que parmi parmi les 16 facs, puisqu'en fait, pourquoi j'ai dit 17, parce que SMU fait partie de la ACC, mais SMU n'a pas de programme de baseball en fait, tout simplement. Bref. Parmi donc les 16 facs qui arrivent au départ de cette nouvelle saison, très peu ont vraiment été décevantes. La claire fac qui s'est loupée l'année dernière, c'était Virginia, compte tenu de l'effectif qu'ils avaient, compte tenu du coach Hall of Fame qu'ils avaient puisqu'il est parti. Le reste faisait un peu sens, c'est-à-dire que la ACC reste une conférence tellement concurrentielle que même des équipes qui finissent par avoir un bilan à peine à l'équilibre dans cette conférence peuvent prétendre à un siège, limite à un baquet, si on veut faire une comparaison avec les sports mécaniques automobiles, dans ce qu'on appelle le tournoi national ou le Field of 64 ou tout simplement le meilleur moment de la saison. On va faire comme j'ai fait pour les précédentes previews, c'est-à-dire qu'on va commencer par le bas et on va finir par le haut.
Voilà, on va partir en ordre, on va faire une sorte d'ascension, tout simplement. Et comme d'habitude, au fur et à mesure du podcast, vous allez sentir que mon français se délite et s'échappe. Ça ne vous a pas fait fuir jusque-là, j'espère que ça ne vous fera pas fuir également cette fois-ci. On va y aller avec moi, ma dernière équipe, celle que je vois au plus bas cette saison, même si au final c'est pas si facile que ça à pronostiquer. Pour moi c'est Pittsburgh. Alors, terminer entre guillemets dernier de la ACC, c'est pas déshonorant, surtout quand on arrive à faire des séries, voilà, où on arrive à se montrer. Et c'est un peu ce qu'a réussi à faire Pittsburgh la saison dernière. Alors, le bilan global, c'était 28 victoires, 27 défaites, sous les ordres de Mike Bell. C'était 10 victoires, 20 défaites en ACC, donc c'était pas non plus incroyable. Mais si on décortique un peu plus les séries, il y a eu vraiment des belles performances. Ils ont réussi à prendre des matchs sur des séries où c'était pas si simple que ça. Ils ont même réussi à prendre des séries sur lesquelles on les attendait pas. Mais pour moi, ce qui manque, c'est clairement, et comme souvent, vous l'entendez souvent dans mes previews et ce qui se passe au niveau college baseball, c'est le pitching. Le pitching, c'est là où voilà, les gaps se font, puisque les joueurs offensifs en général arrivent plus ou moins à se matcher, où vous savez, comme le baseball c'est aussi un sport de momentum, vous pouvez très bien trouver du momentum offensif à certains moments clés de la saison. Mais si votre pitching n'est pas à la hauteur, ça va être un peu compliqué en fait pour vous de pouvoir rivaliser sur la longueur avec les autres programmes, tout simplement, de votre conférence. Donc on le dit, le pitching, c'est le clair problème de Pittsburgh, c'est pas la seule fac dans ce cas, mais quand vous êtes dans l'une des conférences les plus concurrentielles encore une fois du pays et que on va dire votre pitching depth qui est projeté, c'est un peu alors c'est un peu méchant de dire ça, mais un peu au rabais dans le sens où ils ont récupéré des joueurs qui venaient de 3ème division, des joueurs qui viennent du JUCO, donc ce sont des joueurs qui vont devoir s'adapter au plus haut niveau. Malheureusement le temps n'est pas si comment je peux dire ça, il n'y a pas assez de temps pour être directement dans le bain, puisque les calendriers de conférence commencent dès le mois de mars en général. Donc à eux de pouvoir très vite se mettre au diapason. Peut-être qu'ils vont tenter certains mix dans les compositions, pourquoi pas tenter plus de openers que de véritables starters. Ça va être quand même compliqué quand on regarde ce qui se passe sur le pitching staff. Par contre, au niveau du line-up, je pense qu'il y a des choses intéressantes. Il y a des joueurs déjà qui reviennent, bien sûr. Ils ont un duo en fait à Pittsburgh qui continue à faire des siennes. C'est AJ Nessler et Caden Doolin. L'année dernière, Caden Doolin c'était 337 de moyenne à la batte et 14 doubles. Nessler c'était 324 de moyenne à la batte et 10 doubles. Alors ce ne sont pas des joueurs qui vont vous donner la plus grosse puissance de batte, donc c'est là où arrivent aussi certaines limites. Mais par contre, ce sont des joueurs qui vont régulièrement arriver sur base, qui vont pouvoir aussi amener cette fameuse étincelle dont je parle dans chacune de mes previews. Il faudrait que j'arrive à changer de disque un peu, mais cette fameuse étincelle dont a besoin le line-up en général d'une offense pour pouvoir justement avoir un momentum. Donc ça va être sur eux qu'ils vont compter directement, et je sais qu'ils ont récupéré des joueurs via le portail des transferts, donc ce sont des joueurs qui viennent de mid-majors et pas forcément des plus grosses équipes de mid-majors. Alors je dis mid-majors, mais peut-être même des deuxième divisions pour certains. Donc ça va être assez... ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup plus de points d'interrogation, que de choses qui sont certaines avec Pittsburgh au niveau offensif. Donc vous l'avez compris, pas beaucoup d'optimisme, puisque le pitching staff est complètement à reconstruire avec des joueurs venant de divisions inférieures ou de programmes académiques différents, comme le JUCO. Et puis l'offense a quelque part un bon petit moteur, mais il n'y a rien de transcendant quand on se retrouve surtout dans une ACC qui a pour le coup beaucoup de stars du college baseball. Donc ça risque d'être compliqué. J'ai pas grand chose d'autre à dire, mais voilà, c'est ce que je pense pour Pittsburgh. Va falloir peut-être trouver comment ils vont pouvoir build ce fameux pitching staff. Ils ont un joueur qui revient du pitching staff pour finir, c'est Drew Lafferty. L'année dernière c'était 5,83 d'IRA et
Alors c'était pas ouf, mais c'était peut-être un des joueurs les plus réguliers et surtout qui revient. Euh, Peut-être qu'ils vont pouvoir, puisqu'il a un peu l'expérience du coup de la ACC, travailler autour de lui. Est-ce que ça va être vraiment un starter? Euh, Peut-être qu'ils n'ont pas le choix. L'année dernière, en fait, il a fait du mix, hein. C'était plutôt du bullpen, mais il a aussi fait quand même plusieurs starts pour les besoins de l'équipe. Mais à la base, c'est pas forcément sur lui qu'on va se baser en général quand on regarde des profils types de lanceurs starters. Euh, Voilà, même son arsenal n'est pas, je suis en train de lire en fait, désolé, hein, même son arsenal n'est pas si incroyable que ça. Il a une sinker principalement sur laquelle il, euh, il voilà, build, on va dire, son pitching arsenal autour. Il a une cutter et il a une curveball. Euh, Vous entendez au son de ma voix parce qu'en fait je regarde un peu les stats et il n'y a rien d'incroyable même en termes de valeur numérique, hein. Sa sinker, qui est sa balle donc la plus rapide, elle va aux alentours de 91 miles par heure au maximal, au maximum, pardon, ce qui est somme toute, hein, pas mal. Mais quand on voit maintenant les bras laser qu'on a, ça fait voilà, pas la figure à côté. Mais bon, le plus important, c'est pas forcément la célérité, hein. Le plus important, c'est pouvoir avoir un arsenal assez déstabilisant pour pouvoir réussir, que ce soit en pitch ou contact ou juste par des strikeouts, pouvoir retirer les batteurs. Même là-dessus, ça paraît un peu compliqué sur les statistiques, hein, qu'il a. Mais en tout cas, c'est le seul joueur qui a un tant soit peu d'expérience, hein. C'est un junior, mais 4ème année, parce qu'il avait été redshirt une année. Et surtout, voilà, encore une fois, il a l'habitude de la ACC. Donc j'ai fini par broder un peu autour de Pittsburgh, mais je les vois pas beaucoup plus haut. C'est pourquoi c'est la première fac sur laquelle je prépare ma preview. Voilà, voilà. La deuxième fac dont je vais parler, ça peut être une surprise pour certains qui ont vu ou lu ne serait-ce que les résultats de la saison dernière, c'est Duke. Alors, beaucoup de raisons à ça, mais la principale c'est bien sûr, hein, l'effet domino. Je rappelle, le coach de Virginia, hein, O'Connor, est parti du côté de Mississippi State, après une saison catastrophique, hein, à UVA justement. Avec lui, certains joueurs ont donc décidé de quitter, hein, UVA. Et donc le coach qui l'a remplacé, c'était justement Chris Pollard. Chris Pollard, j'en ai beaucoup parlé, surtout la saison dernière, puisque entre 2015 et son arrivée à Duke, où Duke était vraiment dans les limbes, hein, du baseball universitaire, et 2025, il a réussi à construire quelque chose de très impressionnant en si peu de temps à Duke, une vraie fac qui compte dans la ACC et au niveau national. En témoigne le fait qu'ils ont même failli, hein, hoster un regional l'année dernière et qu'ils se sont sortis d'un regional où ils étaient avec alors c'était avec Georgia et Oklahoma State de mémoire. Vous connaissez moi et ma mémoire, mais je pense que c'est ça. Ils étaient allés jusqu'au Super Regionals, donc c'est un peu dommage de les voir aussi bas, mais très clairement, voilà, le départ, hein, de Chris Pollard, ça a aussi amené un départ en masse. Mais quand je dis en masse, c'est en masse des joueurs. Il y a des joueurs qui ont décidé de le suivre, il y a d'autres joueurs qui ont décidé de partir sous d'autres cieux, mais surtout dans ces joueurs, il y avait des stars, hein. Je pense à AJ Gracia par exemple. AJ Gracia, c'est un des joueurs qui est projeté les plus hauts, hein, parmi les prospects universitaires pour la draft à venir. Un outfielder quand même qui a un gros potentiel. C'est pas le seul joueur qui est parti, et c'est pas le seul joueur qui était un peu star, hein, ou de calibre star ou quasiment dans cet effectif de Duke. Mais on va pas le faire en totalité, sinon vous allez déprimer, surtout pour ceux qui sont fans de Duke, on sait jamais. Ça va être compliqué, donc ils ont récupéré Cory Muscara. Cory Muscara, c'est sa première saison en tant que head coach. Il va devoir faire face à tout ça, et il doit reconstruire. Il doit reconstruire clairement un effectif à partir de là. Du coup, Duke, ils n'ont pas non plus trop perdu de temps, hein, pour pouvoir essayer de combler un peu les brèches. Ils ont décidé de partir sur pas mal de transferts également. Pour moi, le problème principal, c'est que parmi les joueurs qui manquent, il y a eu beaucoup de pitchers qui sont partis, et clairement, ils n'ont pas de starting pitcher, hein. Quand je regarde un peu l'effectif, il n'y a pas de véritable proven, comme ils disent, starting pitcher. Ça va être compliqué, mais après, ce qui est intéressant, c'est que quand je vois l'effectif juste en termes de nombre, ils ont quand même une certaine profondeur, hein, en termes de pitching. Donc est-ce que cette profondeur, avec quand même certains bras qui peuvent être intéressants, va leur permettre de pouvoir limiter la casse? C'est ce qu'on espère, ou même pourquoi pas me surprendre et nous surprendre.
ça va être en tout cas assez compliqué. J'essaie de regarder un peu s'il n'y a pas de choses qui peuvent être intéressantes pour eux en termes de pitching. Ils ont Aidan Weaver. Je regarde Aidan Weaver l'année dernière, c'est une quatorzaine de manches, mais bon, il avait été un peu blessé et compagnie. Une quatorzaine de manches, c'est pas français, on est d'accord, hein. 14 manches, un peu plus. Je regarde un peu ses stats. Alors, il y a des stats qui se font souvent saliver maintenant hein, quand on parle de célérité hein, au niveau des pitchs. Et c'est le cas pour lui. Il a une balle rapide qui sent bon le soufre, qui peut aller jusqu'à voilà, 97-98 miles par heure. Le problème par contre c'est qu'il a l'air de pas avoir beaucoup de commandes et de contrôle dans son arsenal. En témoigne par exemple l'année dernière, donc c'est 14 manches lancées, sur ces 14 manches il a concédé 12 buts sur balle pour seulement 10 strikeouts. Donc on va voir hein, s'il arrive à travailler sur ça, enfin s'il a réussi à travailler notamment cet automne sur sa commande. On va voir ce qu'il va pouvoir faire hein, parce que en fait c'est un lanceur un 1-2 combo on va dire en termes de lancer, c'est à dire que sa balle rapide comme j'ai dit 97-98 miles par heure au max, et il a ensuite une slider qu'il utilise assez souvent. Il y a une change-up apparemment aussi qu'il essaie d'utiliser assez souvent. La change-up est un stade un peu plus avancé au final que sa slider. Mais voilà, est-ce qu'il va vraiment devenir un pitcher capable d'avoir trois options hein, dans son arsenal et peut-être juste un two-option pitcher? Ça va être à voir. Il n'y a pas grand-chose hein, honnêtement à sauver, j'allais dire, c'est un peu méchant, mais à pouvoir regarder. Si on regarde des gens qui sont restés, il y a Tyler Albright. Ça reste un joueur très intéressant, senior, outfielder. L'année dernière, c'est 10 home runs, 10 doubles, 15 bases volées. C'est 298 de moyenne à la batte, c'est 502 de slugging percentage. Donc, c'est clairement un joueur qui peut aider au niveau offensif. Et après, en termes de transfert, je sais qu'on parle souvent de Michael DiMartini, puisqu'il a fait une très très grosse saison du côté de Dayton en A10. Michael DiMartini, l'année dernière, c'est 17 home runs, c'est 16 doubles. Il était que sophomore, donc cette année, les juniors, c'est-à-dire qu'il est éligible hein, alors, pardon, c'est 14 home runs, pardon, et 37 bases volées. Et surtout, il a 685 de slugging percentage l'année dernière avec Dayton en A10, pardon. Et surtout, il est éligible, je pense, pour la draft, si je dis pas de bêtises. Et l'autre joueur qui peut être intéressant pour eux, c'est Sider Kanon. Sider Kanon, lui, était à Davidson, l'ex-fac de Steph Curry pour ceux qui suivent le basket. Et c'est lui qui avait eu justement 17 home runs, 16 doubles, parce qu'en fait je me suis emmêlé dans mes fiches, enfin dans ce que je lis quoi. Bravo à moi. Et lui aussi il est éligible pour la draft à venir normalement. Et donc l'année dernière c'était notamment 733 de slugging percentage. Donc on va voir si ces deux joueurs arrivent à faire la transition de mid-majors vers la ACC, mais s'ils y arrivent, ça peut être un peu un gros one-two punch offensif pour un peu leader le line-up avec Tyler Albright et sa seniorité. Autrement, ça risque d'être assez compliqué honnêtement pour Duke, on va pas se mentir. On va dire que c'est une saison de transition / reconstruction. Ils peuvent très bien nous surprendre, hein. Attention, hein, on est au college baseball, on est dans un sport, donc forcément on n'a pas tous les tenants les aboutissants. Il y a une part aussi d'inconnu forcément, liée aux performances, aux breakout years et compagnie. Donc on va voir, mais en tout cas j'ai pas beaucoup d'espoir sur cette saison pour Duke. On va parler de California. L'université de Berkeley, les Bears, les Golden Bears, c'est ça, de mémoire. La première fac à avoir remporté un titre national depuis que les titres nationaux existent, hein, 1947, c'est eux, à jamais les premiers. C'est un slogan que certains aiment répéter au niveau du foot, pour un certain club, mais bref. Cal, l'année dernière, ils ont donc fait la transition de la Pac-12 vers la ACC, ce qui a amené quand même pas mal de choses un peu incongrues au niveau logistique, mais bon, et ça a peut-être aussi impacté leur performance. L'année dernière, l'équipe de Mike Niu, ou Ne, si on veut le prononcer en français, a terminé avec 9 victoires, 21 défaites en ACC. C'était clairement l'un des pires, si ce n'est le pire bilan de la ACC. C'est terminé en 24 victoires, 31 défaites au global.
Et ce qui est assez étonnant pour moi, c'est qu'ils vont devoir encore s'appuyer sur la même rotation que la saison dernière. Et la rotation de la saison dernière, en termes d'IRS, c'était plus de 5 d'IRS. C'est Oliver de la Torre, Ethan Foley et Gavin Eddy. A priori, ils sont toujours projetés pour faire partie pour être les 3 du week-end, tout simplement. Pourquoi ? Puisque en finale, il n'y a pas grand monde derrière eux au niveau de potentiel starter, au niveau du pitching. Au niveau du line-up, je sais qu'on parle souvent de Jacob French. L'année dernière, c'était leur meilleur frappeur, 390 de moyenne à la batte, c'était 1.004 d'OPS. C'était une belle saison parce qu'il était que sophomore cette année, les juniors, donc il est éligible pour la draft. Alors attention, pour l'instant, on parle pas d'un haut prospect au niveau de la draft. J'ai une stat intéressante pour lui, enfin par rapport à lui. L'année dernière, il avait réussi quand même des choses assez, on va dire, étonnantes en termes de stats. L'année dernière, c'était 9.2% de strikeout rate, 3.7% de walk rate, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à provoquer beaucoup de buts sur balle. Par contre, il s'est fait hit by pitch 12 fois. Je pense que c'était un des joueurs qui avait réussi le plus de triples en ACC, il en a eu 5. J'ai pas grand chose d'autre à dire. J'ai pas grand chose d'autre à dire, puisque c'est clairement le joueur, si Cal veut s'en sortir, il faut qu'il reponde une sorte de saison un peu à ce niveau-là, voire pourquoi pas mieux. Derrière lui, est-ce qu'il y a des joueurs qui pourraient proposer quelque chose dans le line-up ? Je regarde, c'est assez abyssal. Alors, il y a Kate Campbell qui revient. Il y a Carl Schmidt qui revient. Kate Campbell, l'année dernière, je regarde un peu ses stats. L'année dernière, c'est 313 de moyenne à la batte, 856 d'OPS. Ce qui est intéressant pour lui, c'est que au niveau défensif, c'est un très bon joueur. Par contre, c'est pas ouf au niveau offensif. Je regarde là, lui c'est pareil, il n'arrive pas trop à provoquer des walks, des buts sur balle. Donc on va voir. Il y a beaucoup de questions sur Cal. Plus je lis, plus je me dis ça va être compliqué. Il n'y a pas de star power comme on espère dans ce genre de conférence. Il y a des joueurs, encore une fois, comme French qui pourrait, pourquoi pas, être un des beaux et bons joueurs offensifs de la conférence. Et en étant un des beaux ou bons joueurs offensifs de la conférence, c'est de facto un des bons joueurs offensifs de la nation. Ce n'est pas rien. Toutes les facs ne peuvent pas se targuer d'avoir ce genre de joueur. Mais on sait que c'était une saison sophomore, une sorte de breakout year. Il faut vraiment qu'il puisse confirmer. Et de sa confirmation va dépendre de beaucoup de choses au niveau offensif pour Cal. Voilou. La succession de Mike Gambino en la personne de Todd Interdonato ne se passe pas si bien que ça jusqu'à présent. 3e saison du côté de Boston College. Et c'est toujours un peu compliqué. L'année dernière, c'était 11 victoires, 19 défaites en ACC. Au niveau global, c'était 28-28. Voilà, rien de transcendant. Je rappelle que Boston College, ça a quand même été une fac qui a souvent su rivaliser avec les meilleurs dans la conférence et aller au tournoi national. Là, encore une fois, j'ai pas beaucoup de choses positives à dire, si ce n'est que dans le pitching, ils ont quand même un gros joueur. Leur gros joueur, c'est AJ Colarusso. Alors moi, je l'ai vu sur un match. L'année dernière, c'était contre North Carolina. Et ce qui est marrant, c'est que quand je lisais l'article de D1 Baseball pour leur preview à eux, concernant Boston College, ils parlaient de ce match. Enfin, c'est logique qu'ils parlent de ce match parce que c'était vraiment un match qui a compté dans la saison. Ça fait partie des grosses performances quand on connaît l'historique. Donc, l'année dernière, alors, Colarusso, faut le savoir, c'est pas la première fois. Il a fait des choses pour sa fac, il devrait lui remettre une statue. Il a réussi à starter, il a réussi par exemple dans le même week-end à starter et à aussi venir relever. C'est-à-dire par exemple il startait le vendredi parce que c'était un peu le race. Et le dimanche, on le voyait encore lancer pour pouvoir se donner des chances de pouvoir gagner une série. C'est pour vous dire à quel point il a été important. L'année dernière, c'est plus de 60 dimanches lancés au final.
Comme j'ai dit, il a dû faire ce genre de choses. Et surtout, moi, je l'ai vu face à North Carolina. Et en 7 manches face à North Carolina, je me rappelais pas du nombre de manches. Ça, c'est Dian Baseball qui me l'a rappelé, pardon. Mais moi, je me rappelle en fait de la performance qu'il faisait. Euh, Face à North Carolina, il avait, c'était lors du tournoi en fait de ACC, il avait lancé pour 7 manches et il n'avait concédé qu'un seul run. Il avait réussi à strike out 9 joueurs. Et il faut savoir, c'est qu'il avait pitché 2 jours avant, parce que c'était dans le tournoi ACC, et Boston College faisait partie de ces équipes qui étaient déjà éliminées si on regardait que la saison régulière ACC. Et pour avoir une chance, une infime chance de pouvoir se qualifier au tournoi national, il fallait remporter en fait le tournoi de ACC. Donc du coup, ils se sont pas reposés, quoi. Ils ont tout donné. Et donc parmi ces joueurs-là, il y avait AJ Colarusso. Et donc je tenais à parler de lui parce qu'il a été vraiment vraiment impressionnant. Alors ses stats en soi, elles sont pas impressionnantes. L'année dernière, c'est 4,89 d'IRA, c'est une victoire, 6 défaites. En combien, en 14 starts, un truc comme ça. Mais faut pas juste s'arrêter à ça. Et ce que j'aime bien aussi dans l'article de Dian Baseball, ils sont un peu comme moi, ils disent faut pas s'arrêter aux chiffres, puisque bon, moi j'ai juste ce souvenir là, je sais pas s'il a été vraiment performant sur le reste de l'année, mais c'est vraiment voilà le genre de joueur qui impacte une fac, même au niveau de l'aspect mental. Donc derrière lui, on va avoir des joueurs qui sont intéressants mais qui reviennent de blessures en fait. C'est ça qui est un peu compliqué quand vous revenez de blessures, c'est difficile de pouvoir vous évaluer. En tout cas, à Boston College, sur le potentiel, ils ont un pitching staff qui, pour le coup, devrait leur permettre de tenir le choc dans pas mal de match-up. Pour eux, maintenant, il va falloir trouver quels vont être les bras offensifs qui vont pouvoir les aider. Parce que je regarde un peu les stats offensives, c'était assez famélique pour le coup. Tac, 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 tac. Ouais, c'était assez famélique. Alors, Kyle Wolf était le joueur qui a frappé le plus de home run. Pour eux, c'était 8 home runs. Derrière lui, Jack Toomey, Nick Wang, Gunnar Johnson. Alors, ce sont des joueurs qui, défensivement, ont fait des choses. Surtout des joueurs qui ont une grosse expérience. Ils sont tous au moins juniors, voire seniors. Mais c'est pas ça offensivement, on va pas se mentir. Alors je vois qu'ils ont fait des transferts, je m'en étais pas rendu compte. Il y a décidément Dayton, après leur grosse saison de l'année dernière, ils se sont fait piller. Il y a Ty Menolfi et Carter Hendrickson qui ont fait des très belles saisons du côté de Dayton, qui arrivent pour essayer d'aider cette offense au niveau de la puissance, au moins apporter plus de home run via la batte, mais il va falloir qu'ils fassent la transition de mid-major vers bien sûr la ACC. Il y a toujours ce genre de questions. Mais c'est à peu près tout dans les joueurs dont on peut parler au niveau offensif. Donc je pense que Boston College, contrairement à la plupart des autres programmes dont je viens de parler, et en général, n'ont pas forcément un gros problème de pitching, ils ont un problème d'offense en fait. Et c'est pourquoi je vois quand même assez bas. Voilou. On va maintenant parler d'un autre French. Si vous vous rappelez, il y a quelques minutes, on a parlé de Jacob French du côté de Cal. Aujourd'hui, on va parler notamment de Anderson French, et on va parler en fait de Virginia Tech, j'ai dit aujourd'hui. Enfin bref, maintenant, on va parler de Anderson French et donc de Virginia Tech. On va d'abord parler de Virginia Tech au global. L'année dernière, c'est 12 victoires, 18 défaites. L'équipe de John Specht, l'un des entraîneurs avec le nom de famille le plus difficile à prononcer, a, on va dire en termes de bilan global, un peu redressé la barre par rapport aux saisons encore précédentes. Mais par contre, au niveau de la ACC, ça fait depuis 2-3 saisons qu'on a du mal à les retrouver. Je me rappelle qu'il y avait une occurrence de Virginia Tech qui avait été très bonne, peut-être en 2022 de mémoire. Mais là, depuis, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire que c'est pas forcément l'équipe qui va être, comment je peux dire ça, complètement en dessous des autres, mais à un moment ou à un autre, on va sentir qu'il y a un manque de profondeur dans l'effectif, et surtout c'est une équipe qui a eu pas mal de blessures sur les dernières saisons. Au niveau du pitching, par exemple, la saison dernière, ça a été un peu une hécatombe, tout simplement, et forcément, quand vous perdez pas mal de votre puissance de pitching, eh bien, ça s'en ressent, surtout dans une conférence aussi difficile que la ACC. L'une des bonnes nouvelles l'année dernière, c'est que Brett Renfro avait pu faire une saison complète, donc ses 2 premières saisons ont été au final pas mal. La première saison plutôt en tant que releveur, en tant que freshman comme souvent. La saison dernière, c'est là où il s'est révélé en tant que starter. Il a aussi travaillé, il a aussi fait un peu de Team USA cet été.
Il a pas mal de pitch pour le coup. Euh, et surtout, s'il a bien progressé au niveau de la commande, ça va être ça qu'on peut espérer pour lui. Attention, on a potentiellement un des gros pitchers de la conférence. En termes de potentiel, c'est quelqu'un qui peut lancer une balle rapide qui va jusqu'à 97 miles par heure. À côté de ça, il a une change-up, il a une slider, il a une curveball, il a une cutter. Il a pas mal de pitch maintenant. Ces véritables pitch forts pour l'instant, en tout cas jusqu'à la saison dernière, c'était quoi? C'était la fastball, la change-up. Alors que ces balles cassantes étaient un peu plus en chantier, on va dire. Dans tous les cas, ça reste un joueur très important à surveiller, puisque, si j'ai pas de bêtises, il est aussi éligible pour la draft à venir. Et comme il a aussi eu ce parcours avec Team USA, c'est souvent un parcours qui montre en fait certaines marques de passage, ou temps de passage, et qui ensuite fait de vous souvent quelqu'un d'assez enfin quelqu'un qui est scouté assez régulièrement. Donc on va voir ce qu'il en est pour lui, mais ça va pas être le seul joueur dont on va espérer de bonnes choses au niveau des pitchers, si bien sûr il n'y a pas de blessure. Puisque si je me rappelle bien, il y a Griffin Stig. Alors Griffin Stig, lui, il n'a pas joué la saison dernière, il a été blessé. En 2024, par contre, il avait joué et il avait montré beaucoup de potentiel. Alors, c'était qu'un deuxième année en 2024, un sophomore. Il avait montré beaucoup de potentiel. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'il va revenir, voilà, plus fort que jamais pour pouvoir, pourquoi pas, aider Renfroe à pouvoir créer une sorte de one-two punch quasiment élite. Ils auront besoin d'au moins ça face aux attaques adverses. Sachant que pour le coup, Virginia Tech, un peu comme Boston College, c'est pas forcément l'équipe qui a le plus de joueurs incroyables au niveau offensif, en tout cas au moment où on parle, parce que bien sûr il peut y avoir des progressions, des breakout years, etc. Je vais pas vous rappeler ça à chaque fois, je m'en excuse, mais tout ça pour dire que ils n'ont pas assez de joueurs incroyables, surtout ils ont des joueurs aussi qui sont partis, ils ont dû faire pas mal de transferts un peu pour combler les trous. J'ai pas trop de joueurs personnellement. En termes de line-up sur lesquels j'ai envie de passer du temps. Je regarde un peu. Ok, il y a Clay. Ok, ils ont toujours des joueurs très expérimentés comme Clay Grady et Henry Cook, qui sont maintenant seniors, qui ont donc fait partie de cette dernière épopée de Virginia Tech. Donc, comme je dis, c'est 2022, donc ils devaient être freshmen à l'époque. Mais à part eux, c'est un peu le néant. Et donc après, c'est que des transferts. Clay Grady, peut-être, ça va être le joueur que tout le monde va vouloir un peu scouter pour la draft, pourquoi pas, mais je veux dire pour Virginia Tech en tout cas, dans le sens où c'est un joueur très bon défensivement pour Virginia Tech en tant que shortstop. Et c'est aussi quelque chose qui est important. Il a en carrière, en termes d'offense, pas une offense en termes de puissance incroyable. Par contre, il est capable d'apporter cette présence sur base, notamment avec une moyenne à la batte de .303 sur sa carrière. Je ne parle pas juste d'une année, mais sur sa carrière. Et c'est un joueur aussi qui est, grâce à sa discipline, capable de générer beaucoup plus de buts sur balle que de strikeout. Donc ça va être clairement le joueur qui va être un peu le fer de lance, le moteur de l'offense. Et malheureusement, c'est pas un joueur qui a beaucoup de puissance, à moins qu'il ait encore progressé. On va voir. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'autres noms à donner sur le line-up parce que le reste c'est assez difficile de vous donner vraiment des choses intéressantes parce que c'est pour la plupart des transferts en fait. Et pas forcément des transferts de grosses facs. Il y a Sam Gates qui nous provient de George Washington. On a Pete Daniel qui vient de Belmont. Attention, Pete Daniel c'est un shortstop. Donc peut-être que Clay Grady va devoir bouger, pourquoi pas en seconde base. Owen Petrich c'est San Joseph. Et Sam Group, c'est Mount St. Mary's. Enfin bref, il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'arriver. Il y a un freshman aussi que j'avais noté du côté de DR Baseball dont il parle, c'est Ethan Ball. Donc Ethan Ball, on va voir ce qu'il est capable de faire, mais apparemment il fait partie des gros freshmen à surveiller pour la saison à venir en ACC. Donc voilà, je les vois pas très haut Virginia Tech, mais je les vois pas non plus complètement largués normalement, surtout s'ils arrivent à rester en santé. Tout simplement. On va ensuite parler d'une équipe qui pour moi est à peu près au niveau de Virginia Tech, même si l'année dernière ça a été très décevant, c'est Stanford. Stanford l'année dernière c'est 11 victoires à 19 défaites. Dave Esker a un peu plus de mal après vraiment des grosses saisons. On se rappelle que Stanford avait enchaîné 3 passages de suite à Omaha, en 2021, 2022 et 2023 de mémoire.
Mais après on a vu la chute. 2024, ils ne se sont même pas qualifiés. Et on espérait justement que 2025 soit un peu le renouveau, avec notamment bien sûr Rintaro Sasaki. Ça n'a pas été le cas. Il y a beaucoup de questions à se poser, déjà un peu comme Cal, ce niveau organisation, logistique, où vous voyez des facs de la côte ouest faire le chemin inverse, l'extrême inverse pour aller du côté de la côte est de temps en temps, et même souvent, parce qu'au final la ACC, il faut savoir que c'est l'Atlantic Coast ou Coastal Conference, c'est-à-dire que c'est normalement, ils n'ont aucun rapport en termes de géographie, mais bon, vous comprenez que les sous sont plus importants que la géographie de nos jours. Donc bref, ils sont en ACC et il va falloir qu'ils s'adaptent, qu'ils trouvent vraiment la bonne carburation pour pouvoir être performants. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'au niveau du line-up, très clairement, il y a quand même pas mal de choses qui sont à noter. Je sais que l'année dernière, on a eu des joueurs comme Ethan Hutt qui ont été très très bons. Très très bons. Ethan Hutt, l'année dernière, c'est .918 d'OPS. Jimmy Natty, l'année dernière, c'est .948 d'OPS. Brady Reynolds aussi, .944 d'OPS, et tout ça c'est des seniors. Bon, Brady Reynolds, je pense que c'est un junior par contre. Il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est un junior. C'est-à-dire que, bon, ils sont tous les trois éligibles pour la draft, mais je veux dire, souvent on regarde à partir des juniors. C'est-à-dire que même Brady Reynolds est potentiellement éligible. Et après, chez les sophomores, on a vu des belles saisons quand même, mine de rien, de Charlie Bates. Peut-être un peu en dessous des grosses attentes, mais attention, c'était une saison d'acclimatation, d'adaptation pour Rintaro Sasaki. On va voir vraiment ce qu'il peut être capable de faire cette saison, son année 2. Et après on a Tatum Marsh qui avait été aussi pas mal, sans être incroyable, mais c'est surtout des joueurs sur lesquels on va pouvoir compter, ou on va espérer pouvoir compter pour pouvoir booster vraiment cette offense, puisque si cette offense clique, ça peut être une des offenses les plus potentes de la nation. Au niveau des pitchers, c'est peut-être là où le bas blesse un peu plus. Je regarde un peu. Ouais, en fait, si vous voulez, il y a pas mal de pitchers qui reviennent, donc ça c'est pas mal. Par contre, ces pitchers-là, ils étaient tous au-dessus de 5 diarrhées. Le seul que je vois en dessous de 5 diarrhées, c'est Nick Dugan, et Nick Dugan, c'est 4,80 diarrhées. Et parmi tous ces joueurs-là, je vois Aiden Keenan de retour, Trevor Moore, Ryan Shepchiok, je me rappelle de son nom parce que c'était difficile à prononcer. Ce sont tous des joueurs qui reviennent, donc qui ont une certaine expérience maintenant, qui ont déjà eu une expérience de la ACC de la manière la plus forte et plus délicate. Et donc c'est pas non plus rien, avoir de l'expérience en tant que pitcher à ce niveau-là, c'est toujours bon à prendre, mais c'est vrai que les chiffres qu'ils ont en carrière, ou en tout cas sur la saison dernière, ne portent pas à l'optimisme, ou ne prêtent pas à l'optimisme. On va voir. Je sais que encore une fois, tout ce qu'on va entendre, c'est clairement est-ce que Rintaro Sasaki est vraiment la superstar que l'on espérait, ou est-ce que c'est juste un bon joueur qui a été ou qui a été surcoté entre guillemets. Je sais qu'il y a ce mot de surcoté que les gens aiment bien utiliser, ou en tout cas sur-hypé plutôt que surcoté. On va voir, parce qu'encore une fois, c'est deux mondes différents. On va voir si son pari d'être venu aux États-Unis aussitôt va payer, ou si au contraire ça va être un problème pour lui, surtout avec l'aspect médiatique. D'ailleurs, l'année dernière, je sais qu'il y avait eu pas mal de sujets au niveau de l'aspect médiatique, puisque forcément il a amené toute une communauté nippone au niveau média qui était autour de lui. Et donc, il ne faut pas oublier que ça reste des étudiants athlètes. Alors, ils sont habitués à l'exercice médiatique, mais pas au point d'être suivis H24, entre guillemets, du fait d'un de leurs coéquipiers. Donc il y a toutes ces choses-là aussi à pouvoir essayer de corriger, ou sur lesquelles il va falloir s'adapter pour ne pas que ce soit un frein ou que ce soit une distraction pour Stanford. Et s'ils arrivent, encore une fois, à cliquer au niveau offensif, même si le pitching staff permet juste de les maintenir à flot au niveau, ne pas prendre trop de runs pour rester dans les matchs, alors Stanford peut viser un peu plus haut que les modestes bas-fonds de la ACC, et pourquoi pas revenir un peu plus vers le milieu de tableau. Pour l'instant, je les vois pas plus haut, faudra voir au fur et à mesure de la saison bien sûr, mais à l'heure actuelle, ça me paraît difficile de les voir plus haut. Voilou. Alors les gens qui n'ont pas aimé le départ de Link Jarrett qui avait permis à Notre-Dame de faire des belles campagnes au tout début des années 2020, et qui ont vu d'un mauvais œil l'arrivée entre guillemets de Sean Stifler. Vous savez, souvent quand vous avez un coach qui réussit bien, qui part, et un autre coach dont on connaît un peu moins le pédigré arrive, on a
toujours tendance à être méfiant, voire à le critiquer avant même qu'il commence à faire ses preuves, eh bien, ces détracteurs vont pouvoir normalement ravaler un peu leur fierté et accepter que Notre-Dame a fait partie des belles surprises déjà de la saison dernière. Un effectif qui est encore plus solide sur le papier cette saison. L'année dernière, c'est 14 victoires, 16 défaites en ACC, 32-21 au global. C'est une fac qui a fait sa saison, même plus que sa saison, j'ai envie de dire. Et même si ils sont passés à côté au final du tournoi national, ils n'ont pas été sélectionnés en at-large, ça s'est pas joué à grand chose, mais surtout une force de calendrier peut-être un peu moindre. Dans tous les cas, ils ont su faire montre de résilience, et résilience est clairement le mot-clé pour oula, j'ai un problème. Ouais, en fait, j'allais vous donner leur surnom parce que c'est les Fighting Irish, mais dans ma tête, il y a eu un bug du coup, parce qu'ils ont un casque doré, donc j'ai failli vous faire un mix entre Golden, Fighting Irish, ça devenait les Golden Irish ou quelque chose comme ça, mais bref, nos amis les Fighting Irish vont venir avec quelque part de l'optimisme en réserve. Le talent, encore une fois, est plutôt là. On rappelle que la saison dernière, c'était la troisième saison de Sean Stifler, c'était enfin la saison où tous les joueurs, notamment freshman et ses classes de recrutement, etc., venaient clairement que de lui et n'étaient pas des restes, entre guillemets, de Link Jarrett. Et on a senti que cet effectif était façonné à son idée, encore une fois, de résilience. Il y a plein de joueurs au niveau du line-up déjà. Parker, Brutskewitz, je sais, ils essaient tous de me fatiguer avec leur nom de famille, je suis vraiment désolé. Ok, c'est Brzustewicz. On va l'appeler Parker. Bino Waters, Noah Coy, Davis Johnson, etc. sont tous de retour. Je sais qu'ils ont récupéré des joueurs au niveau de transfert et pas n'importe quel joueur, hein, puisque je me rappelle que alors comment il s'appelle, Marc Catrani, ouais c'est ça, Marc Catrani, l'année dernière c'est 17 home runs, non, sur ces 2 saisons dernières c'est 17 home runs, pardon, mais c'est un receveur, un catcher sur une position premium. Et l'autre joueur, la grosse autre arrivée pour eux, c'est Drew Berkland qui lui va être le center fielder en fait, hein, maintenant de l'équipe. C'est clairement un autre joueur sur lequel ils vont devoir compter. L'année dernière c'était quoi, 934 d'OPS, 14 home runs, 12 bases volées. Donc c'est vraiment un joueur qui va devoir essayer de se fondre dans un effectif qui a prouvé l'année dernière d'être vraiment un poil à gratter au niveau offensif. C'est-à-dire que offensivement, tous les joueurs faisaient très attention à rester disciplinés, ils étaient très durs à retirer, et en disant très durs à retirer, ils ont donné des mots de tête aux pitchers adverses, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à grind des séries très importantes. En plus de ça, c'est pas le seul endroit où ils sont bons, puisque au niveau du pitching, ça commence à ressembler à quelque chose. Bien sûr, ils ont leur ace, un Jack Radle, et c'est le joueur dont on va parler pour finir un peu sur Notre-Dame. Jack Radle, c'est l'année dernière une très très belle saison d'abord. C'est un joueur qui a réussi à toper des balles à plus de 97-98 miles par heure. Il a aussi une slider qui est incroyable, surtout ce 1-2 punch a été très bon pour lui. Il n'a pas concédé trop de buts sur balle comparé à ses pairs. Il a aussi une curveball apparemment. Moi je ne rappelle pas la curveball pour être honnête, mais il a aussi une curveball apparemment. Il a une cutter, une change-up. C'est clairement un joueur qui va être le porte-drapeau, l'étendard des pitchers de Notre-Dame. Ce sera leur ace, bien sûr, encore une fois. Il y a des choses qui disent, ou des médias qui disent qu'il pourrait être un All-American. C'est pour vous dire à quel point le bonhomme, on va dire, provoque l'excitation et l'optimisme du côté de Notre-Dame. Donc, on va voir comment ça va se passer pour lui. Et puis, si on veut parler d'un dernier joueur, on repart du côté du line-up. J'ai perdu son prénom, comme souvent. Vous me connaissez maintenant. Bah oui, c'est Bino Waters. J'en ai parlé tout à l'heure. Bino Waters, l'année dernière, il était freshman. Et l'année dernière, c'est 984 d'OPS, 9 home runs,
32 walks pour 26 strikeouts, et donc c'était un freshman All-American. Là, il est sophomore, on espère qu'il va au moins continuer sur ce niveau-là, mais pourquoi pas même avoir une fameuse breakout year quand on arrive en année 2. Et si il a cette fameuse breakout year, alors là, attention, on a potentiellement un joueur qui peut se battre pour être parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de la ACC, rien que ça. C'est un joueur qui sera éligible normalement pour la draft, je pense 2027, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être un joueur sur lequel Notre-Dame va pouvoir compter, sauf transfert, mais va pouvoir compter pour au moins encore une autre saison après celle-ci. Et voilà, c'est un gros joueur potentiel au niveau offensif. Attention au niveau défensif, par contre, il va falloir peut-être travailler un peu plus. C'est possible aussi qu'il soit DH de temps en temps. On va voir comment Sean Stifler va pouvoir mixer tout ça, mais l'optimisme est plutôt de mise pour Notre-Dame, qui pourrait avoir pour objectif d'accrocher un strapontin pour le tournoi national cette saison. Voilou. Alors, eux, sur le papier et sur l'état d'esprit, même si c'est pas forcément les mêmes joueurs, il y aura des choses à prouver, une revanche à prendre. Et sur le papier, peuvent faire très très mal. C'est UVA, Virginia. Je rappelle, et une page s'est tournée avec le départ de Brian O'Connor, leur coach Hall of Famer, qui leur a permis de remporter un titre, le premier et seul titre de leur histoire en 2015, on se rappelle. Et surtout, c'est une équipe qui était l'année dernière attendue, après une saison 2024 quand même, de haut vol. Si je ne dis pas de bêtises, ils étaient même allés jusqu'à Omaha. Excusez-moi pour le petit Larsen. Et surtout, la saison dernière, quand on regarde le bilan global, 16 victoires, 11 défaites en ACC, 32-18, on peut se dire, c'est bizarre, ils n'étaient pas au tournoi national avec un tel bilan. Alors que si on compare avec Miami, par exemple, qui était en 35-27, 15-14 en ACC, Miami était du côté du tournoi national. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le problème de Virginie ou de Virginia, c'est tout simplement qu'ils ont perdu des séries face à des équipes avec des RPI, cette fameuse métrique très faible. Et quand vous perdez autant, vous aussi, votre RPI aussi, en subit les conséquences. Et avec un RPI anormalement faible, malgré un bilan qui au global paraît intéressant, avec notamment un sweep aussi subi en ACC, je me demande si le sweep ne vient pas de Miami justement, bref. Il y a eu beaucoup de métriques qui ont été contre eux, malgré un bilan, si on regarde les chiffres de manière amatrice, entre guillemets, si on ne connaît pas comment le comité de sélection sélectionne, on pourrait dire, ils ont eu quand même une saison plutôt intéressante. Eh bien, malheureusement, ça n'a pas suffi. Ils ont donc été snobés pour le tournoi national. Ça a été, comme ça a eu l'effet d'une secousse, c'était quand même la fac numéro 2 à l'entrée de la saison dernière, au niveau national. Et donc surtout, Brian O'Connor est parti, et forcément en partant, il y a beaucoup de ces joueurs qui l'ont soit suivi, soit sont juste partis. Je rappelle que Aiden Thiel, Thomas Vanicius, James Donnelly sont partis du côté donc, de Mississippi State, Starkville, et Henry Ford, lui, il est parti du côté de Tennessee, et je pense que même le pitcher Ivan Blanco est aussi parti du côté de Tennessee. Par contre, UVA, au contrat de Duke, a su aussi piquer des joueurs grâce à Chris Pollard, qui a ramené notamment des joueurs stars. Je rappelle, AJ Gracia, superstar de la ACC, projeté assez haut pour la prochaine draft, est présent du côté de Charlottesville maintenant. Et c'est pareil pour Kyle Johnson. Je rappelle que Kyle Johnson, c'est un two-way player. Il a joué des fois même starter en tant que pitcher, il a aussi frappé en tant que DH, il a même joué dans le champ en intérieur, il était en infield. Attention, on a deux gros joueurs, ce ne sont pas les seuls joueurs qui sont arrivés. Il y a aussi bien sûr des joueurs qui sont restés malgré tout. Rick Baker qui a été très bon, le shortstop de UVA. Clairement, quand on regarde, encore une fois sur le papier, c'est difficile de voir des grosses failles, même en termes de pitching. J'ai envie de dire que ça reste très important, très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de trous malgré la perte de Evan Blanco. Donc clairement, je vois pas en fait ce qui pourrait nous faire dire que UVA ne peut pas rebondir. Mais justement, moi, pourquoi je les mets aussi bas, c'est parce que déjà ils doivent nous prouver qu'ils sont de retour, mais pour ce faire, ils doivent aussi laisser leur coach pouvoir mettre en place des idées complètement nouvelles. Il y a des joueurs qui étaient là sous Brian O'Connor, qui ont une façon de jouer, une façon d'être formé qui va être différente avec Chris Pollard. Alors attention, ça reste le même sport, ça reste du baseball, mais il y aura des consignes collectives différentes, une façon de jouer différente.
Et puis même au niveau des pitchers, est-ce qu'il va vraiment faire confiance à tous les pitchers qui étaient déjà là? Est-ce qu'il va changer des combinaisons en termes de starter, au niveau du bullpen, etc. etc. On va voir. Il y a un joueur pour moi qui peut détenir la clé, et on va s'arrêter sur ce joueur-là pour UVA, c'est Kevin Jackson. Kevin Jackson, c'est 2,66 d'IRA l'année dernière. C'est quoi? C'est 33 manches lancées, et donc 40 strikeouts en 33 manches pour quand même 16 buts sur balle, c'est quand même pas mal. Mais c'est surtout en fait, est-ce qu'il va être capable de faire une transition, par exemple de la relève, là d'où il vient, et là d'où il a fait ce bel IRA, à une position de starter. En fonction de ça, je pense qu'il détient entre guillemets voilà, les clés de la réussite de UVA, parce qu'il est senior, et souvent les pitchers seniors ont cette aussi qualité de leadership qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'il est capable aussi d'apporter du calme, de la sérénité au reste du pitching staff, que ce soit les starters ou le bullpen. Donc c'est clairement un rôle clé, et en fonction de ce qu'il va être capable de faire et comment il va réussir à intégrer Kyle Johnson au milieu de tout ça, c'est ce qui va permettre à UVA d'avoir une belle transition, ou au contraire de rester une équipe qui risque d'être dans le milieu de tableau. Voilà pourquoi j'en parle aussitôt. Du coup on va parler de Miami, puisque je viens d'en parler rapidement. Miami, ça a été un peu spécial comme saison, dans le sens où c'est une équipe qui a eu des hauts et des bas, ou en tout cas qui a commencé avec un bas, tout simplement. On s'est vraiment demandé où est-ce que ça allait. Est-ce que JD Arteaga était la bonne personne, la solution un peu pour pouvoir relancer entre guillemets Miami. On a eu peur, mais au bout d'un moment, ça s'est bien retourné, même très bien retourné, dans le sens où à un moment c'était devenu les terreurs, du milieu de saison jusqu'à juste avant le tournoi de ACC. C'était une des meilleures équipes de la nation, très clairement, Miami. Et s'ils ont un peu ralenti, notamment avec ce tournoi de ACC où ça s'est mal passé, c'est une équipe qui a prouvé par ses victoires assez impressionnantes qu'elle était capable de battre n'importe qui, qu'elle était capable de pouvoir concurrencer les meilleures équipes de la ACC. Et donc c'est ce qui leur a permis, au contraire de UVA, et malgré un bilan purement factuel moindre, de pouvoir être éligible et élu ou accepté ou choisi parmi les 64 équipes du tournoi national. Bien sûr, quand on parle de Miami, on parle de Daniel Cuvée. Daniel Cuvée, c'est un des plus gros joueurs de la nation, tout simplement. En tant que freshman, c'était un freshman All-American au niveau national. L'année dernière, en tant que sophomore, il y a eu des hauts et des bas, mais malgré tout, il a fait encore une fois une saison très solide. C'est un joueur qui est clairement attendu parmi les hauts joueurs de la prochaine draft. Et c'est pas le seul joueur. Il y a Jake Ogden qui est toujours là également. Jake Ogden, c'est peut-être un des meilleurs infielders aussi du pays, dans le sens où à la fois défensivement et offensivement, il a montré de très belles choses. Et puis Miami, puisque je regarde en même temps l'effectif alors que je vous parle, il y a eu pas mal de transferts, mais surtout des transferts très intéressants. Tout d'abord, il y a Alex Sosa qui vient de NC State. Il est junior cette année, et l'année dernière en tant que sophomore, c'était quand même 10 home runs, 40 points produits, 16 doubles, .534 de slugging percentage par exemple. C'est peut-être pas le plus gros joueur offensif, mais il vous apporte du bon travail en tant que catcher et aussi une présence offensive quand même non négligeable. Ils ont aussi récupéré des joueurs qui ont fait des preuves dans les mid-majors. Je pense du côté de Florida International, Brylan West qui va prendre cette zone de première base très certainement. C'est un senior, mais c'est un senior de 5e année, c'est-à-dire qu'il est au-delà de la seniorité en termes d'âge pur. Et surtout, c'est un joueur qui a une grosse expérience. Et puis il y a Vance Sheehan qui nous vient de USC Upstate, l'une des belles facs mid-major sur ces dernières saisons, et qui lui aussi a prouvé des belles choses, notamment 12 home runs, 57 points produits l'année dernière en tant que seconde base, qui va apporter aussi cette présence dans l'infield. Il y a des joueurs, on va espérer l'explosion. Je pense à Michael Torres, le champ centre, sophomore, il était freshman l'année dernière. C'était pas incroyable, mais il a montré des flashs du potentiel, notamment défensivement. Alors est-ce que sa batte va cliquer offensivement? C'est l'une des questions auxquelles il va falloir qu'il réponde. Et si lui il y répond, il y a très peu de failles dans le line-up de Miami, honnêtement. Quand on regarde après pour le pitching, c'est peut-être
un peu plus entre guillemets moyen, surtout au niveau du starting pitching, dans le sens où par contre le bullpen normalement est plutôt intéressant. Mais par contre ils ont fait des transferts, hein. J'ai vu ça, il y a Lyndon Gladwell du côté d'Austin Peay qui vient d'arriver. L'année dernière c'est 3,36 d'IRA en tant que starter et releveur, et c'est surtout 77 manches lancées, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut vous bouffer des manches et c'est très important. Et puis du côté de la A10 il y avait Ryan Bilka, lui je l'avais vu même puisqu'il jouait à Richmond, j'avais vu un match de Richmond l'année dernière contre VCU, donc un derby richmondien on va dire, entre deux facs de la même ville quoi. Et lui l'année dernière je me rendais pas, moi je l'ai vu en tant que closer donc je pouvais pas m'en rendre compte, mais en regardant la fiche il était quand même à 2,18 d'IRS, ce qui est vraiment très très bon. Il a eu combien de saves? Bon, il a eu que 3 saves par contre, mais voilà, il a quand même lancé 62 manches, hein. Pour un closer, c'est-à-dire qu'il a eu un travail à temps plein, et 57 strikeouts en 62 manches, c'est pas si mal. Donc ces deux joueurs dont je viens de parler, qui sont des transferts, vont apporter aussi du leadership, hein. Ce sont des joueurs qui sont seniors, qui ont bourlingué entre guillemets sur les bancs de la fac, hein, pendant 4 ans déjà. Et ils vont accompagner notamment deux pitchers sur lesquels il y a beaucoup d'espoir et de hype. Il y a AJ Siskar qui est potentiellement le Friday Starter au moment où on parle, hein, qui est prévu pour être le Friday Starter, il est que sophomore. L'année dernière en tant que freshman, c'est quand même 4,46 d'IRA pour 10 matchs startés, 66 manches lancées. Et donc avec cette expérience prise et récupérée, et avec ce potentiel qu'il est capable de montrer, il est clairement espéré au plus haut. Et puis il y a Tate de Rias. Tate de Rias l'année dernière, c'est plutôt en tant que releveur, mais il a quand même réussi à faire pas mal de starts de midweek, hein, donc 7 starts en milieu de semaine, 5,77 d'IRA, donc c'est pas incroyable, mais je rappelle c'est un freshman, et lui aussi on attend une belle progression sur sa deuxième année. Donc je pense que Miami très clairement a une carte à jouer pour pouvoir s'installer durablement dans le haut du tableau ACC. Quand je dis durablement, c'est jamais durablement en termes de joueurs, parce que les joueurs, il y a un gros roulement, vous le comprenez bien, du fait de la rapidité des études. Mais en tout cas, clairement, ils ont été très malins au niveau des transferts. Ils ont réussi à garder bien sûr Daniel Couvé, qui est clairement la star, hein, de l'équipe. Et puis voilà, avec des Jake Ogden, il y a quel joueur que j'ai pas encore parlé, d'Eric Williams dans l'outfield, Max Calvin aussi dans l'outfield, des joueurs très expérimentés et qui sont capables aussi de montrer des choses offensivement. Miami a clairement sur le papier de quoi titiller les gros cylindrés de sa conférence. Voilou. Alors je vais prendre une petite respiration, vous faire une petite respiration, ça va être une petite transition musicale pour vous. Vous connaissez maintenant l'habitude, et on se retrouve dans quelques secondes. Nous voici de retour pour la deuxième et dernière partie de ce podcast. J'ai parlé de Miami juste avant, et Miami, il faut le savoir, c'est une des nombreuses équipes de la ACC qui se retrouvent actuellement dans le top 25 de pré-saison. C'est pour vous dire à quel point les previews, les prédictions sont assez fortes, hein, pour cette conférence, bien entendu. Juste après Miami, je vais faire un peu dans l'ordre entre guillemets du top 25 de pré-saison, mais c'est une équipe que je vois peut-être un peu moins forte ou un peu meilleure que l'autre, peut-être je vais un peu mixer. Mais en tout cas, la prochaine équipe dont je vais parler, c'est Wake Forest. Alors, s'il est vrai que Wake Forest n'est plus le Wake Forest d'il y a 3 saisons, hein, le Wake Forest de Rhett Lauder et compagnie, ni le Wake Forest qui avait été décevant mais qui avait quand même des grosses têtes d'affiche, comme bien sûr Nick Kurtz, pour ne citer que lui. Ça reste une équipe qui a clairement encore du talent dans l'effectif, des deux côtés du terrain, que ce soit en termes de line-up, que ce soit en termes de pitching, surtout au niveau du bullpen. C'est clairement une équipe sur laquelle il faudra continuer de compter, en tout cas si ça clique bien par rapport à ce qu'il y a sur le papier. C'est peut-être pas l'équipe la plus talentueuse, la version de Wake Forest la plus talentueuse que Tom Walter a eu à coacher, hein, encore une fois. Mais c'est une équipe qui est sans déficit global.
La seule interrogation pour moi, c'est JD Steen ou Stein, je sais pas comment on le dit. C'est le freshman en fait, parce qu'il va être shortstop, il va remplacer bien sûr Marek Houston. Bien sûr, on se rappelle, il a été sélectionné très haut à la draft en 16e position par les Twins. Très bon joueur au niveau défensif en ACC, un joueur qui a côtoyé Team USA assez fréquemment, un joueur qui en plus a eu une sorte de breakout year l'année dernière offensivement, pardon, puisque l'année dernière, je rappelle, c'est 1.055 d'OPS pour lui, 15 home runs. Mais bref, on n'est pas là pour parler du passé, on est là justement pour dire qu'il va beaucoup manquer et que JD Steen va avoir pas mal de pression si c'est vraiment comme selon les projections lui qui va être titulaire dans cette position premium. Mais à part ça, franchement, c'est une équipe qui est encore solide. Il y a des joueurs qui vont avoir plus de responsabilités. Je pense à Matt Conte ou Matt Conte. L'année dernière, il était freshman, donc il a partagé son temps. Il a plutôt appris, on va dire, et partagé juste un peu de temps en tant que catcher. L'année dernière, c'était quoi, 97 plate appearances, donc même pas at-bat, mais plate appearances pour 5 home runs, 15 points produits. On l'a très clairement couvé. Il y a quand même des joueurs entre guillemets stars, dans le sens où il y a quand même des joueurs comme Kyle Lewis, le première base, qui sont considérés comme des joueurs normalement plutôt stars pour moi. Au niveau des pitchers, bah oui, il y a Blake Morningstar, mine de rien, on parlait de stars. Blake Morningstar, quelle belle transition. L'année dernière, mine de rien, c'est 3,87 d'IRA en 14 matchs startés, 16 apparitions au total, 79 manches lancées, 93 strikeouts pour 32 buts sur balle concédés. Clairement l'un des meilleurs pitchers de la ACC. C'est assez marrant puisqu'en final, c'est vrai que on n'en parle pas trop, mais pour moi, il a un peu cette aura. Alors, il n'est pas du tout. Ça se compare pas en termes d'arsenal et de pitching, mais il a cette aura un peu à la Rhett Lauder. Peut-être moins force tranquille que Rhett Lauder, mais une sorte de calme qui sort de lui, mais un calme avec un feu intérieur. Je sais pas trop comment dire. En tout cas, c'est vrai qu'il a du mal à tenir la comparaison à des Rhett Lauder ou même plus récemment des Chase Burns sur ce qu'il a montré jusqu'à présent dans sa carrière, mais c'est peut-être limite mieux puisqu'il est capable de continuer à progresser. Il a une balle rapide à plus de 87 miles par heure, donc c'est très intéressant. Il a un arsenal qui est quand même plutôt efficace. Donc clairement en termes de pitcher, on a ce qu'il faut. Et donc la star dont je parlais au niveau du line-up, c'est Kyle Lewis. Kyle Lewis l'année dernière, c'est notamment 11 home runs, 59 points produits, .376 de moyenne à la batte, .482 d'OBP, .602 de slugging percentage. Un autre joueur qui a été très bon l'année dernière, mais qui est entre guillemets moins projeté en tant que star du line-up, mais pourtant c'est quasiment à ce niveau-là, c'est Dalton Wentz. Dalton Wentz, il était freshman l'année dernière. En tant que freshman l'année dernière, c'est 13 home runs, 50 points produits, 14 doubles. Alors, il avait un gros problème de strikeout. On va pas se mentir, 66 strikeouts pour 26 buts sur balle. Mais c'est un joueur qui a montré, il a de la puissance en lui. Il est troisième base. Peut-être va falloir progresser un tout petit peu plus au niveau du fielding, de la défense. Mais on a clairement un joueur qui, s'il va continuer sur sa progression, la marge et le plafond sont clairement tout en haut. Pour entourer ces joueurs-là un peu plus junior ou sophomore, on a quand même Austin Hawke en deuxième base, un senior qui a quand même connu tout ce qui s'est bien fait et moins bien fait de côté de Wake Forest ces dernières saisons, et que l'année dernière tournait encore à 10 home runs et 36 points produits. Donc voilà. Dans l'outfield, alors dans l'outfield projeté, ça veut pas dire qu'il va forcément être titulaire, mais projeté, il y a Boston Torres qui avait fait une grosse saison de côté de VMI. L'année dernière, c'est 11 home runs, 67 points produits et surtout une bonne défense et des bonnes stats offensives. Après, à côté de lui, il y aura bien sûr Javar Williams, junior, draft éligible. Alors, c'est pas un joueur sur lequel on compte au niveau offensif, mais par contre, c'est un joueur qui, défensivement, le champ centre, peut être très très bon et c'est très important pour Wake Forest de garder cette encre défensive dans l'outfield. Et puis, on va voir, là, pour moi, c'est un peu l'interrogation, c'est Luke Costello. Alors, Luke Costello, il a des bons chiffres, attention, mais il a connu, quand moi j'ai vu, des hauts et des bas, très clairement. C'est un freshman, là il est sophomore, donc on va voir est-ce qu'il peut se poser en termes de régularité, et s'il arrive à se poser en termes de régularité, alors Wake Forest n'aura pas trop de problème à normalement pouvoir continuer à se montrer efficace et à pouvoir rester et s'adjuger un peu la partie haut du tableau de la ACC.
Peut-être un dernier joueur dont je vais parler très rapidement, c'est Cam Bagwell, puisque UNC Wilmington faisait aussi partie de ses facs référencés de mid-major ces dernières saisons. Et lui, en tant que freshman là-bas, freshman starter là-bas, c'est 3.07 d'IRA. Alors, est-ce que ça va bien se traduire maintenant dans l'une des meilleures conférences du pays, si ce n'est la deuxième meilleure conférence du pays, ça c'est à voir. Mais il a en tout cas un potentiel très intriguant. Donc voilà, Wake Forest très clairement fait partie des belles équipes, peut-être moins de noms ronflants, mais peut-être que c'est même mieux d'avancer en sous-marin entre guillemets. Voilou. Alors les dernières saisons, hein, donc les premières pour Eric Bakich, se suivent et se ressemblent. Est-ce que cette fois-ci ça va être la bonne pour Clemson? Clemson, je rappelle, c'est une équipe quand même référencée au niveau national quand on parle de baseball. Avant qu'Eric Bakich arrive, ils étaient justement sur un streak un peu inhabituel où ils n'avaient pas réussi à se qualifier de manière consécutive au tournoi national. Il a réparé l'affront, par contre, il y a eu comme un... Alors, c'est facile à dire pour moi de loin, mais c'est comme si une sorte de blocage mental, puisque chaque saison, depuis qu'il est arrivé, Clemson a fait partie des favoris, a été haute, etc., etc. Et à chaque fois, soit ils se sont fait surprendre dès leurs regionals qu'ils ont hostés, soit même en passant à tour, donc le regionals, ils se sont fait avoir au super regionals tout en étant favoris. Est-ce que là, on va avoir vraiment une idée de ok, maintenant c'est on va à Omaha ou alors c'est une mauvaise saison, ou est-ce qu'on va continuer justement à ne pas trop se mettre la pression et au moins à continuer à rester régulier, parce que ça reste du college baseball, c'est très difficile d'être aussi régulier et de potentiellement continuer à être une équipe haute, pourquoi pas, hein, au niveau national. Sur le papier, ils ont clairement les armes pour ça, hein, on va pas se mentir, bien sûr. Un nom à retenir, c'est Aiden Knack. Aiden Knack, je pense que je vous en parle depuis, depuis sa naissance. Peut-être pas depuis sa naissance, mais depuis qu'il est arrivé en fait au niveau du college baseball, c'est-à-dire il y a 2 saisons. Enfin bref, il est junior cette année, donc il arrive en 2024. En tant que freshman, il avait impressionné tout son monde. L'année dernière, en tant que sophomore, ça a été un tout petit peu plus compliqué, mais c'est un joueur quand même qui vous apporte des victoires sur le monticule. L'année dernière, en 90 manches lancées, c'est 110 strikeouts pour 29 buts sur balle concédés seulement. Il a starté tous ses matchs. Il n'a pas eu trop de pépins physiques depuis qu'il est arrivé, donc on touche du bois pour lui. C'est clairement voilà le joueur. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est Preseason All-American. C'est pas pour rien qu'il est sur les boards de draft toujours classé assez haut. En carrière, il a 378 d'IRA, 1.13 de whip. Il a déjà compilé en tout plus de 200 strikeouts, hein, 218. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est un joueur qui, si ça continue à cliquer et qui a peut-être un peu plus de... ou un peu moins comment on va dire ça, de trous d'air que la saison dernière. C'était un peu la surprise l'année dernière de voir ces quelques trous d'air, notamment en début de saison de sa part. Bah, c'est clairement voilà, le fer de lance de cette équipe, que ce soit en termes de pitcher, mais même en termes de star power au global. Au niveau du line-up, il y a beaucoup de joueurs hein, qui sont très intéressants, que ce soit des joueurs qui sont là depuis un moment. Je pense à Luke Gaffney, qui a connu les belles saisons, notamment qu'il avait encore Cam Canarella. L'année dernière, je pense qu'il a été blessé, si je me rappelle bien. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire en fait. Vous allez peut-être m'aider. J'ai l'impression qu'il avait été blessé. Est-ce que je peux retrouver tout cela? Non, non, l'année dernière il a bien joué, pardon. L'année d'avant il était pas blessé, mais red shirt en fait. Mes excuses, c'est-à-dire qu'il n'a pas joué, il s'est assis sur sa saison, et sa saison freshman, pour se rappeler, c'était le freshman de l'année en Big Ten, parce qu'il avait transféré de sa saison freshman du côté de Clemson, après avoir fait les beaux jours de Purdue. À Purdue, c'était quoi? C'était 13 home runs et .359 de moyenne à la batte. Alors c'était en Big Ten certes, mais c'était quand même pas rien non plus en tant que freshman. L'année dernière c'était un peu compliqué. Cette année on espère un rebond, puisque s'il arrive à rebondir, alors attention, Clemson va être vraiment dangereux, puisque bien sûr Jaren Purify est toujours là, junior, donc draft éligible bien sûr. Un joueur très bon défensivement en seconde base, capable de produire offensivement. Alors c'est pas le joueur le plus puissant en termes de pop au niveau de sa puissance de batte, mais il est capable d'aller sur base régulièrement.
Il y a des joueurs aussi qui sont toujours sérieux là-dedans. Je pense à Tristan McGlady, pardon, qui est un très bon joueur au niveau défensif et offensivement, il est capable aussi d'apporter. Et puis, ils ont fait des transferts quand même très importants. Je pense à des joueurs qui soit ont été en manque de temps de jeu, comme Bryce Clavon du côté de Georgia, et qui vont essayer vraiment de prouver qu'ils ont toute leur place dans les meilleures facs du pays. Il y a aussi Nate Savoie qui l'année dernière c'est 20 home runs, 61 points produits. C'était assez impressionnant du côté de LMU. Euh, qui d'autre? Ty Dallis, il est vraiment projeté pour être titulaire. C'est 19 home runs, 61 points produits du côté de Mercer. Donc voilà, il y a beaucoup d'armes offensives potentiellement. Il va falloir bien sûr faire cette transition des mid-majors pour ces joueurs-là vers la ACC. Ça, c'est le tarif habituel de ce genre de transfert. Mais par contre, l'upside, c'est-à-dire le potentiel et le plafond, est très très haut. Pour finir sur le pitching, je pense qu'ils vont continuer à faire confiance à Taylon Bell, qui l'année dernière en tant que freshman a été plutôt intéressant. C'est vrai que ces chiffres ne sont pas impressionnants, mais voilà, un freshman qui commence et qui est directement starter, c'est 5,56 d'IRA. Il a été capable de montrer des flashs de ce dont on veut voir pour un starter. On va voir si ça peut être, la bonne année pour lui de vraiment avoir un rôle accru. Il y a Drew Titsworth qui est aussi draft éligible. L'année dernière, c'est aussi pas mal de manches avalées, on va dire une cinquantaine. C'était plutôt un releveur, mais qui a été pour dépanner starter à 7 reprises, 4,28 d'IRA notamment. Et c'est surtout un joueur qui est capable en fait de pitch to contact. C'est-à-dire que, comme vous le comprenez, amener des outs par des en provoquant on va dire des ground balls, tout simplement, notamment. Donc en tout cas Clemson, ça paraît encore une fois bien chargé en talent. Ça va être plutôt maintenant voir est-ce qu'ils sont capables de passer un cap et cette fois-ci d'aller direction Omaha. Voilou. Alors c'est marrant parce que la prochaine équipe, on est habitué à ce genre de débat de début de saison. On est toujours là, oh, est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Est-ce que c'est aussi solide que ce qu'on dit? Est-ce que voilà certaines positions étaient si bien remplacées que ça? Est-ce que certains départs, via les transferts notamment, ou autres, ou via la draft, voilà, sont tout simplement compensés? Je parle bien sûr de NC State. NC State, j'ai l'impression que chaque année, même l'année où il y a le scandale, pour les gens qui se rappellent, ce fameux scandale où ils ne sont pas sélectionnés alors que clairement il y a quasiment toutes les métriques qui montrent qu'ils devaient être sélectionnés en plus de leur bilan global. Il y avait ce, entre guillemets, moins scandale, mais quand je dis moins scandale, c'est le fameux Covid game, ils n'ont pas pu jouer comme ils le voulaient alors qu'ils étaient à Omaha face à Vanderbilt potentiellement, et du coup Vanderbilt est allé en finale face à Mississippi State, c'était en 2021. On a l'impression qu'ils ont un peu cet historique de décisions entre guillemets injustes ou de choses injustes de la vie. Mais ils sont toujours là. Elliot Avent est toujours en train de travailler aussi dur que possible pour avoir un programme qui tire la dragée haute au meilleur programme ACC. Et ça marche plutôt bien. L'année dernière, c'est 17 victoires, 11 défaites en ACC. 33-19 au global. C'est encore une fois une qualification au tournoi national. Je rappelle que Elliot Avent, mine de rien, il a dépassé les 1000 victoires maintenant. Quand moi je l'ai connu, il était à 900 quelque chose victoires, donc c'est-à-dire que il a non, même pas 900, est-ce qu'il n'était pas 800, un peu en dessous des 900 victoires je pense. Bref, c'est pas le plus important. Tout ça pour dire que en tout cas, il est clairement en train de construire une carrière et avoir un pédigré au niveau national et au niveau Hall of Fame pour le college baseball qui commence à se poser tout en haut. NC State, c'est un poil à gratter également, comme souvent, pas mal d'expérience, et c'est pourquoi aussi il y a des transferts, il y a des joueurs qui voulaient peut-être avoir plus de temps de jeu ou plus de responsabilités qui sont donc partis en voyant la concurrence. Je sais pas trop quoi vous dire en termes de joueurs. Au niveau du pitching, on va clairement compter sur Ryan Maron. Ryan Maron l'année dernière c'est 3,38 d'IRA. C'est 14 starts en 14 apparitions, tout simplement 85 manches lancées, 91 strikeouts pour 19 walks. Jacob Dudan, c'est 3,90 d'IRA, là aussi c'est plutôt pas mal. C'était plutôt un releveur, mais là on le voit transitionner du côté du starting et il a déjà été starter pour dépanner. Après on va avoir plutôt des sortes de wildcards pour moi, comme Heath Andrews. Heath Andrews l'année dernière c'est plutôt une saison moyenne, mais il a quand même réussi à avaler des manches pour eux.
Et puis après, voilà quoi, il y a des Cooper Consiglio qui va être plutôt releveur, mais qui pourra dépanner au starting pitching si besoin. Ils ont un closer aussi, hein, Anderson Nance, qui l'année dernière n'était que freshman et qui a pourtant montré de très belles choses. Cette année, voilà, on va compter beaucoup sur lui avec un rôle accru. Et là, c'est 350 d'IRA avec 54 manches lancées au total. Donc au niveau du pitching, ils sont plutôt parés. Au niveau du line-up, alors, est-ce qu'il y a vraiment une grosse star? J'ai envie de dire que pas forcément, mais je veux dire, chaque année, NC State, au niveau du line-up, il n'y a jamais de grosses stars. Il y a plutôt un amas de très bons joueurs. Et un amas de joueurs qui sont chiants à retirer. Donc c'est un peu ça le principe de NC State. Que ce soit Drew Olantier, le catcher maintenant senior, mais non, il est senior, wow. Bref, parce qu'il y a quelques... Je pense ma première preview... Non, il était sophomore. Non, il était freshman. Ma toute première preview que j'ai fait sur ce podcast, hein, enfin, parmi mes premières previews, on va dire, il n'était pas forcément titulaire, mais il était déjà dans l'effectif de NC State, et moi j'ai commencé en 2023, bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de moi, mais de ça pour dire que le temps passe, il est senior désormais. Chris Matthew, Luke Nixon dans l'infield, après il y a Ty Head, le champ centre, hein. L'année dernière, freshman, champ centre, il a eu des responsabilités, et défensivement ça a été très fort, offensivement ça a été moyen. On espère justement qu'il va pouvoir nous montrer ce fameux leap, ce fameux rebond entre freshman et sophomore. Braden Frasman, l'année dernière aussi, voilà, très bonne saison pour lui, hein, compte tenu de ses habitudes, et là cette année il est senior. Et puis il y a des transferts bien sentis, comme bien sûr Dalton Bargo. L'année dernière du côté de Tennessee, hein, 14 home runs, 40 points produits, 14 doubles, 559 de slugging percentage. Alors, c'est un joueur qui va vous amener, c'est du tout ou rien, hein, ça clique, ça va loin, parce que voilà, il a de la puissance à revendre. Par contre, c'est quelqu'un qui whiff pas mal. Mais c'est aussi ce genre de joueur qui est utile. Ils ont aussi récupéré des joueurs qui, eux, avaient moins de temps de jeu. Par exemple, je pense à Mikey Ryan du côté de LSU, donc les champions en titre, même s'il n'a pas vraiment joué. Il a eu 5 plate appearances l'année dernière. Donc difficile de se faire une véritable idée. Puis il y a du JUCO, comme Sherman Johnson, du côté de la fac réputée de JUCO, hein, McLennan du côté du Texas. Lui aussi, un très bon profil, hein, third base. Donc il y a du matos, il y a clairement des joueurs, encore une fois, qui vont être difficiles à manœuvrer quand on est un adversaire, hein, et NC State va normalement, encore une fois, pouvoir se battre pour les premiers rôles si tout va bien en termes de santé. Voilou. Eh bien, il est temps. Comme chaque saison, à un moment ou à un autre, on doit parler de la meilleure équipe qui n'a jamais gagné un titre, Florida State. Je le rappelle rapidement, Link Jarrett est arrivé en 2023. En 2023, du coup, la saison a été catastrophique, mais c'est le temps qu'il puisse construire l'effectif à sa manière. Et depuis, on a vu des saisons incroyables, des joueurs incroyables. Et justement, en parlant de joueurs incroyables, il va falloir un peu remplacer certains joueurs comme Jamie Arnold. Et oui. Donc, il n'y a pas pour moi... comment je peux dire ça ? Il n'y a pas pour moi de grosses questions, mais forcément, quand vous aviez un ace du calibre de Jamie Arnold, qui a fait une carrière au college baseball en 2 diarrhées, 2 et quelques diarrhées à peine, forcément, voilà, il y a des questions, hein, à se poser. On va pas pouvoir le remplacer comme ça, attention. Mais c'est pas le seul joueur à être parti. Et oui. Donc, forcément, au niveau du pitching, il va falloir un peu reconstruire tout ça. Au niveau du line-up aussi, il y a eu pas mal de joueurs qui sont partis. Je pense à Alex Lodis, bien sûr, hein, l'un des meilleurs joueurs de la saison l'année dernière au niveau offensif, Drew Foro, je pense à Max Williams. Il y a beaucoup de joueurs, hein, qui sont partis, qui étaient très bons et qu'il va falloir donc forcément remplacer, mais c'est le lot un peu de toutes ces grosses équipes qui ont forcément des gros joueurs et donc des forts potentiels pour la draft. Et s'il y a un joueur que je vais vous dire de retenir d'ores et déjà, c'est bien sûr Miles Bailey. Alors... L'année dernière, en tant que freshman, c'est 19 home runs, 56 points produits. Attention, ça whiff pas mal, c'est un peu le bémol. 663 de slugging percentage. Là, il va clairement s'installer en tant que leader offensif normalement. On espère quand même un peu plus de discipline à la batte par contre. Mais en termes de pop, il est là. Un excellent athlète, un très gros joueur potentiellement. Il peut travailler sur base, il apprend un peu aussi à se discipliner à ce niveau-là. C'est clair que voilà, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une potentielle superstar, hein, tout simplement, hein. Et derrière, donc je pense que il a quasiment 1 point quelque chose d'OPS, hein, alors que c'est qu'un freshman.
Donc encore une fois, j'ai pas envie de vous dire trop de bêtises, mais si vous voulez, voilà, suivre un joueur, c'est clairement lui du côté de Florida State au niveau offensif. Alors attention, je parle que de lui, mais il y a des joueurs qui sont très bons. Il y a des joueurs aussi qui vont essayer de revenir après une très belle partie de saison, mais ils sont blessés. Je pense à Chase Williams, left fielder junior, très athlétique. Peut-être pas le joueur le plus puissant offensivement, mais qui peut vous produire, qui peut vous travailler sur base, qui est très 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 explosif. Après, voilà, il y a des joueurs, voilà, des sortes de glue guys un peu partout, hein. On peut parler de Cal Fisher, bien entendu. On peut parler de, comment il s'appelle, John Stutzer. Et puis, il y a aussi ce transfert dont j'ai parlé, quand j'ai parlé de la preview Big Ten, je pense, j'ai parlé de USC qui avait perdu donc Braden Dodd. Braden Dodd arrive du côté de Florida State pour un peu faire pourquoi pas le leap un peu à la, comment il s'appelle, c'est James Tibbs quelque chose, 2024, qui a fait une si grosse saison au-delà des attentes qu'il a d'ailleurs été drafté super haut. Braden Dodd, on peut espérer pour lui qu'il puisse avoir ce même genre de trajectoire. L'année dernière avec USC, c'est 10 home runs en tant que sophomore, 36 points produits. C'est aussi voilà, un ratio but sur balle strikeout un peu positif, on va dire. Il y a encore du travail, mais c'est clairement un joueur, en plus, encore une fois, champ centre, très bien noté, très bien coté, qui peut être ce difference maker, tout simplement. Et puis il y a d'autres joueurs qui vont essayer de montrer qu'ils peuvent avoir un rôle accru. Je pense à Gabe Fraser qui nous vient d'Arkansas. Arkansas c'était clairement bouché parce qu'il était shortstop, donc il était forcément derrière Weiwa Aloy, le Golden Spike de la saison dernière. Très peu de temps de jeu. Là, il vient en essayant justement de pouvoir trouver du temps de jeu à une position premium qui plus est, et une position qui a été lâchée par Alex Lodis. Et oui. Donc forcément, il y a une carte à jouer pour lui. Donc, j'ai pas envie de rester trop longtemps sur Florida State. C'est clairement une grosse équipe qu'il va falloir craindre, que ce soit au niveau line-up, au niveau du pitching staff. Le pitching staff, peut-être, c'est un peu moins forcément qualitatif, mais par contre, il y a de la profondeur. Donc, il y a des joueurs qui peuvent, en fonction de leur performance, pouvoir un peu bouger entre le bullpen et puis un starting role, par exemple. Il y a un transfert que voilà, j'ai envie de regarder moi personnellement, c'est Bryson Moore qui nous vient de UVA, Virginia. L'année dernière, c'est quand même 4 matchs startés pour pouvoir un peu faire les pompiers de service, et c'est quand même 3,44 d'IRA au final. Donc à voir s'il peut traduire ça sur voilà, beaucoup plus de workload, on va dire, de charge de travail. Mais il y a clairement un potentiel même au niveau du pitching. Donc Florida State est bien armé pour pouvoir encore une fois jouer les premiers rôles en ACC, et pourquoi pas viser même plus haut que la dernière saison et essayer d'aller à Omaha, tout simplement. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Allez, on passe au suivant. Pour le suivant, je fais une entorse à la règle que j'ai énoncée il y a quelques minutes, où j'ai dit que j'allais plutôt suivre le top 25 pour vous donner les plus grosses équipes. Mais là, j'ai décidé de prendre ma carte Joker, puisque alors l'équipe dont je vais parler, c'est la meilleure équipe ACC en termes de ranking de pre-season, tout simplement. C'est Georgia Tech. Je comprends pourquoi, il y a des stars, bien sûr Drew Burress qui fait partie des gros prospects de la prochaine draft, un joueur dont on parle depuis qu'il est freshman. Je rappelle qu'en tant que freshman, il avait déjà plus de 20 home runs, enfin voilà, c'était n'importe quoi. En plus de ça, il a montré qu'il était capable défensivement. Un outfielder vraiment de qualité, potentiellement. Donc, on va voir. C'est aussi, bien sûr, comment je peux dire ça? Très clairement, une saison de transition au niveau du coaching, puisque je rappelle que Danny Hall est parti. Danny Hall, l'un des plus gros coachs, l'un des plus grands coachs en termes de victoire, de ratio de l'histoire du college baseball. Il doit être dans le top 10 ou top 15 de la nation en termes d'histoire, c'est ce qui est incroyable. Et donc il est parti, et James Ramsey a pour lourde tâche de lui succéder. Et forcément, pour moi, ça apporte un peu plus de, un peu plus de questions que de réponses, entre guillemets, même s'il hérite d'un roster très talentueux. On n'avait plus vu ça à Georgia Tech peut-être depuis 2021, sachant que 2021 au final ça avait été une saison décevante compte tenu des noms qu'ils avaient dans l'effectif. On va voir, puisque aussi Georgia Tech, ils ont cette tradition d'être au final assez moyen au niveau du pitching, ou assez décevant malgré des pitchers qui sont sur le papier talentueux. Donc on va commencer quand même par les points positifs, bien sûr. Clairement, le gros point positif, c'est Drew Burress. L'année dernière, c'était encore des chiffres de jeux vidéo. Alors, d'aucuns diront oui, mais il a eu frappé moins de home runs que la saison d'avant. Mais en fait, il paraissait beaucoup plus fort que la saison d'avant, mais s'il a frappé moins de home runs. C'est comme s'il était sûr de sa force l'année dernière.
Point 333 de moyenne à la batte, point 693 de slugging percentage, il était à plus de 1 point quelque chose de OPS. Il était parti en mode la ACC, la nation, c'est pas mon problème. Moi, je suis là pour frapper des home runs, je suis là pour produire des points, je suis là aussi pour montrer de la régularité, de la discipline maintenant à la batte. Je suis là pour montrer aussi au niveau défensif que je peux être un leader des deux côtés du terrain. C'est tout ce qu'il a montré. À ses côtés, il y a des joueurs comme Alex Hernandez qui ont été aussi très bons. Alex Hernandez, on n'en parle pas ou peu, mais il est draft éligible. Et le right fielder, l'année dernière, c'est 16 home runs, 69 points produits. Alors, peut-être moins de discipline à la batte, ça, je vous l'accorde. Mais clairement, par exemple, point 609 de slugging percentage, point 335 de moyenne à la batte, point 415 d'OBP, pardon. Donc, c'est un joueur aussi qui peut apporter, voilà, ce dont on a besoin en termes de puissance, en termes d'étincelle encore une fois offensive, et puis il est capable, si besoin est, de travailler sur base. Il doit le prouver encore plus, mais il est capable. De toute façon, dans cette équipe, même si on regarde les transferts, parce que je pense à Jaren Advincula qui était très clairement l'un des meilleurs joueurs de Cal, et qui maintenant est du côté de Georgia Tech, c'est 13 bases volées. Donc ils ont un effectif qui offensivement a toutes les cartes en main pour pouvoir être un cauchemar. Ils ont tous les profils. Si vous faites un squeeze play, ils ont ce qu'il faut. Si vous voulez juste faire du small ball, ils ont ce qu'il faut en général. Si vous voulez vraiment frapper du home run, ils ont ce qu'il faut. Ils ont tout. Très très peu de joueurs en deçà. Hein. Il n'y a pas un joueur en dessous de 470 ou 460 de slugging percentage. Si on parle juste de slugging, pour vous parler de la puissance de frappe, des extra base hits et compagnie. En termes de moyenne à la batte, il n'y a pas en dessous de point 270, je pense. Hein. Ah si, en DH, il y a point 263, mais à part ça, le plus bas après lui, c'est point 295, et c'est Ryan Zuckerman qui est un transfert, il vient de Pitt. C'est impressionnant au niveau offensif, ce qu'il est capable de faire du catcher jusqu'au DH, c'est vraiment impressionnant. Van Lackey, qui est d'ailleurs draft éligible, je parle en termes d'offense, parce que au niveau défensif, peut-être il est un peu plus en deçà pour un catcher, mais en termes d'offense, c'est point 347 de moyenne à la batte. Point 421 d'OBP, point 500 de slugging percentage. Un joueur aussi qui est très discipliné puisqu'il n'a subi que 18 strikeouts sur toute la saison. Et c'est un joueur qui est capable de voler 18 bases dans une saison. Vous vous rendez compte un peu de quoi on parle? On parle d'un receveur, hein, attention. Donc offensivement, je peux comprendre pourquoi ils sont vus aussi haut. Par contre, encore une fois, au niveau du pitching, moi je vois rien qui me rassure. Alors Mason Patel, l'année dernière, très grosse saison, en plus un redshirt senior, donc il a beaucoup d'expérience. L'année dernière c'est 3,47 diarrhées, mais je rappelle, l'année dernière c'était un releveur. Toute sa carrière c'était un releveur. Et là on lui demande de passer dans la rotation du week-end. Donc, alors attention à la charge de travail, il a quand même lancé pour 60 dimanches la saison dernière. Il avait quand même un ratio but sur balle sur strikeout plutôt intéressant. Mais est-ce qu'il va être capable de traduire ça vraiment en tant que avec la pression du starter? Tate McKee, qui est donc draft éligible, l'année dernière, c'est pas des chiffres incroyables. C'est 4,84 diarrhées, 80 manches lancées, 83-38 en termes de strikeout, but sur balle pour le ratio. C'est pas non plus des chiffres qui vous impressionnent, surtout en termes de college baseball. Et puis après, voilà, on a un sophomore en Adam McKelvey qui va peut-être potentiellement avoir un rôle accru dans la rotation, puisque derrière, je vois quasiment que des profils de bullpen. On va voir bien sûr comment ils vont s'adapter en fonction de la saison, mais c'est pas oufissime. Ils n'ont même pas de closer sur l'effectif que je vois actuellement, et du coup le closer pourrait être le transfert. C'est ce que je vois en termes de projection, c'est Justin Shadek qui nous vient de Rutgers en Big Ten. Mais l'année dernière, attention, l'année dernière c'était un starter, et là apparemment il serait projeté pour être sortir du bullpen, voire pour être le closer. Est-ce qu'il va pouvoir faire le rôle inverse? L'année dernière c'était 7,78 diarrhées. Donc le pitching n'est pas assez rassurant pour moi pour dire que c'est vraiment la meilleure équipe de ACC. Alors par contre, si le pitching arrive à juste rester dans les matchs, la manière de rester dans les matchs, oui. Là, potentiellement, avec l'offense qui est sur le papier, peut-être l'offense la plus incroyable de la conférence, oui, là, je peux les voir en tant que premier. Mais moi, j'ai des questions et j'ai des doutes, et c'est pourquoi j'en parle dès maintenant. C'est quand même top 3 de la conférence, si vous suivez un peu ma prévue. Il ne reste que 2 équipes au-dessus d'eux, mais ce ne sont pas les premiers pour moi. Voilà. Alors eux, est-ce qu'ils sont de retour après un début d'année 2020, enfin de la décennie 2020 plutôt, assez compliqué? Louisville, je rappelle que surtout dans les années 2010, c'était quand même une équipe qui avait l'habitude, tout simplement, de se qualifier assez régulièrement au tournoi national.
C'est une équipe qui, avec Dan McDonnell, et en 19 saisons, est passé une équipe de faire valoir, une équipe qui comptait normalement en ACC jusqu'à voilà, ce début de décennie 2020 où ils sont retombés un peu dans entre guillemets, de l'anonymat. C'est un peu fort, mais ça pour dire que c'était un peu compliqué. L'année dernière, ils font une belle saison sans être incroyables, mais par contre, ils deviennent chauds sur la fin de saison. Et c'est cette chaleur qui leur permet d'aller jusqu'au College World Series, tout simplement, jusqu'à Omaha. C'est d'ailleurs la seule équipe représentante de la ACC l'année dernière du côté de Omaha. Et c'est pas l'équipe que l'on attendait, pour être honnête. Maintenant voilà, que j'ai dit ce que j'avais à dire, il y a un peu de tout. C'est pourquoi il y a des choses qui peuvent être rassurantes, des joueurs qui ont été exceptionnels, qui ont surpris tout un monde en tant que freshman et qui sont maintenant sophomores. Je pense à Take Davis. Est-ce qu'il est sophomore éligible? Je suis pas sûr. Mais s'il n'est pas éligible pour la draft à venir, il est éligible bien sûr pour la draft 2027. Et là, je parle d'un gars qui vous a frappé 18 home runs, 52 points produits, qui a été chaud au moment où il fallait être chaud. Alors en termes de discipline à la batte, c'est pas ça encore. Il va falloir bien sûr se montrer un peu plus discipliné pour vraiment taper dans l'œil des scouts sur un aspect de batte pur. Mais c'est un joueur qui potentiellement peut être le go-to guy de Louisville. Mais pour l'instant, le go-to guy, c'est Zion Rose. Zion Rose, je rappelle, qui était un joueur versatile, un catcher en tant que freshman. Il a joué à plusieurs positions, mais maintenant il a demandé à être vraiment posé à une position. Donc là, c'est dans l'outfield en tant que left fielder. L'année dernière, c'est 13 home runs, 67 points produits. C'est 552 de slugging percentage, c'est 310 de moyenne à la batte. C'est un joueur qui a pas été strikeout tant que ça, alors qu'en freshman, c'était un peu son problème il y a 2 saisons. C'est un joueur qui, athlétiquement, est un freak de la nature, très clairement. Et qui peut, s'il arrive à se discipliner, utiliser ce côté athlétique à contribution, le mettre à contribution pour l'aspect défensif. C'est un joueur qui, si il gomme ses petites imperfections et ce côté, pour moi, c'est mon avis, je suis pas un expert, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il a l'air un peu pressé dans sa façon d'approcher la batte, par exemple, sa façon de jouer offensivement. Alors, c'est un joueur tellement dynamique que il vous a quand même réussi. Je pense que c'était 31 bases volées, mais de toute façon, Louisville, les bases volées, ils ont quelques joueurs, je vais vous en parler juste après. En termes de bases volées, c'est du lourd. Mais lui, 31 bases volées. C'était assez incroyable. Donc c'est clairement normalement la star de l'équipe, mais il va falloir qu'il le prouve des 2 côtés du terrain. À ses côtés, puisqu'on parlait de base volée, Lucas Moore, le champ centre, alors lui, on compte pas forcément sur lui au niveau offensif, quoique il pourrait pourquoi pas nous surprendre. Mais quand j'ai offensif, au niveau de la puissance de la batte notamment, parce que c'est 5 au moins de la saison dernière, mais c'est quand même 49 points produits, et c'est surtout un joueur. Une sorte de speedster s'il le faut, ou s'il en est, très intéressant en termes de vol de base. L'année dernière, c'est 53 bases volées. Je sais même pas s'il a joué vraiment plus de 60 matchs. Donc ça veut dire quasiment une base volée par match. Et oui. Et aussi le shortstop, bien sûr aussi éligible à la draft. D'ailleurs, Lucas Moore, c'est la même chose. Alex Alicea, l'année dernière, c'est 3 home runs, 25 points produits, d'accord, c'est pas oufissime, mais c'est un joueur très très bon défensivement en tant que shortstop, un leader vocal s'il en est, un joueur aussi qui a montré quand même pas mal de discipline à la batte, à défaut d'être un joueur très 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 performant pour de la production pure, et c'est lui aussi 34 bases volées. Donc attention, il y a des joueurs qui ne s'arrêtent pas à je suis arrivé sur base, tranquille. Non. C'est que comme le lait sur le feu, il faut les surveiller à chaque instant. Très dynamique. Maintenant, pourquoi je ne les mets pas tout en haut? Tout d'abord, parce que pour moi, le pitching va devoir vraiment faire ses preuves. C'est-à-dire que sur la deuxième partie de saison, ça a été très bon, mais comme ça a été plus catastrophique sur la première partie de saison, il se retrouve avec des IRA assez moyens. Je pense notamment à Ethan Eberle. Certes, il était freshman, donc on va lui donner plus que le bénéfice du doute parce que ça a été très très bon sur certains moments. Mais à voir si la pression d'être l'ace maintenant, l'ace attitré sur cette prévision de début de saison va lui permettre de rester quand même maître de son destin et de quelque part de continuer sur sa lancée de deuxième partie de saison. On va voir ce qu'il est capable de faire. Peter Michael, senior, valeur sûre. Il est capable, s'il faut, d'être starter derrière les prochets sur la rotation du week-end, plutôt le dimanche. Mais c'est un joueur qui, à la base, je parle pas de la saison dernière, mais à la base, était vraiment un releveur. La saison dernière, il a quand même starté, mais je pense pas qu'il a starté. Alors, il a starté, mais il a pas lancé tant de manches que ça. Il a lancé une cinquantaine de manches. Il y a des releveurs au college baseball qui lancent plus de manches que 50.
Donc tout ça pour dire qu'il va falloir voir son workload, sa charge de travail. Est-ce qu'il est capable d'être performant sur du long terme? Et après, il y a du transfert comme Jake Bean. Jake Bean l'année dernière c'est 4 diarrhées je pense, tout pile, avec Kent State. Mais voilà, il va falloir traduire ça et être meilleur encore en ACC. Alors il peut vous bouffer de l'inning, c'est ça qui est important. Mais à voir s'il est capable de le faire, bien sûr, en ACC. Et après, voilà, il y avait le freshman Kaysen Murphy, qui était un peu l'autre penchant avec un upside de Ethan Eberle, mais par contre, il a moins prouvé. L'année dernière, c'est 8,64 diarrhées. Bon, il a lancé beaucoup moins, attention, je pense moins de 20 manches. Mais tout ça pour dire que maintenant, il va falloir qu'il monte, qu'il se montre au diapason du reste de l'équipe. Donc, le pitching fait que je suis peut-être un peu moins dans le train que, par exemple, un baseball. Alors certes, des baseball les mettent deuxième, je pense, et moi aussi je les mets deuxième. Mais moi j'ai mis deuxième surtout compte tenu de la fin de saison qui les a permis d'être le seul représentant de la ACC à Omaha. Je suis pas sûr, bien sûr ils peuvent me faire mentir, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi bons que ça au niveau du pitching. Et le pitching est quand même bien sûr une composante, merci monsieur Obvious, Captain Obvious, mais une composante importante du baseball, bien entendu. Alors par contre, la bonne nouvelle aussi c'est le closer, Wyatt Danilowicz, qui l'année dernière c'était 2,70 diarrhées, 33 manches lancées, un bon closer, quelques saves, un très bon joueur, senior en plus, donc qui va avoir la charge d'être un leader au-delà de sa qualité de pitcher. Et donc les Cardinals, je pense qu'ils peuvent continuer à être plutôt en haut de l'affiche normalement, mais attention, s'il y a une équipe qu'on peut voir comme une mauvaise surprise la saison qui arrive, ça peut être Louisville pour moi en ACC. Mais le temps nous le dira. Voilou. Vous l'avez donc compris, il ne nous reste qu'une seule équipe, et cette équipe, bien entendu, c'est UNC, North Carolina. C'est intéressant parce que North Carolina, pour moi, c'était clairement la meilleure équipe de ACC. De ACC, attention, hein. Puisque, comme vous le savez, le baseball est aussi un sport de momentum, et malheureusement, ils n'ont pas réussi à réitérer la performance de 2024, où ils se sont qualifiés pour les College World Series. L'année dernière, c'était très fort. Il y a des joueurs, clairement, que l'on peut projeter pour la prochaine draft, que ce soit en termes de pitching, on va en reparler, ou en termes de line-up. Et on va commencer par lui, c'est Gavin Gallagher. Gavin Gallagher, l'année dernière, 17 home runs, 68 points produits. Peut-être toujours un peu de problème de discipline à la batte, mais c'était très encourageant. Cette année, en tant que junior, on espère qu'il va être vraiment le fer de lance de l'attaque de UNC. À côté de ça, ils ont fait des transferts de joueurs qui sont à minima junior, à maxima même des joueurs qui sont déjà graduates. Je pense au DH Colin Heineck qui vient de Georgia State et qui lui aussi a montré pas mal de pop, pas mal de puissance à la batte, 18 home runs notamment l'année dernière. Et entre ces joueurs-là, avec une forte puissance de batte, on a beaucoup de joueurs très intéressants. Que ce soit par les transferts, je pense à Macon Winslow qui vient de Duke. L'année dernière, c'était quand même 9 home runs, 48 points produits en tant que catcher. Je pense à un autre transfert, c'est Jack Schaffner qui vient de North Dakota State, qui lui pour le coup est un shortstop très bon défensivement, mais qui a aussi montré pas mal de discipline à la batte. Bon, bien sûr en mid-major, il va falloir prouver qu'il est capable de faire ça à l'échelon supérieur en ACC. Mais également des joueurs qui reviennent. Je pense bien sûr à Carter French, puisqu'on parle des French dans cette ACC. Il y a beaucoup de French. Et bien Carter French, lui aussi, va avoir un rôle prépondérant. Alors, c'est pas un joueur sur lequel on va compter pour l'aspect offensif pur, mais par contre, c'est un joueur qui va faire le lien au niveau défensif, surtout dans l'outfield. Et puis, il y a cette curiosité que moi je vois dans les projetés. Je le connais pas honnêtement. C'est Tyler Howie, ou Howie, je sais pas comment on le prononce, ou Howe, pardon. Alors, il est freshman, il est projeté titulaire en tant que left fielder. On va voir comment il va pouvoir se montrer. Est-ce qu'on a affaire au prochain Vance Honeycutt, pour ceux qui se rappellent de Vance Honeycutt du côté de North Carolina jusqu'à récemment, ou est-ce que ça va être un peu plus compliqué? Ça va être pour moi la question principale pour le line-up. Maintenant, pour le pitching staff, alors là, pour moi, il y a du très bon. Alors certes, il y a des joueurs à remplacer, ça c'est sûr. Par exemple, il y a Jake Knapp qui a été donc All-America First Team, qui est donc parti à la draft. Il y a Aiden Howe qui est aussi parti. Mais par contre, ils ont toujours mon pitcher préféré, qui a eu une saison peut-être un peu plus compliquée, mais attention, quand je dis un peu plus compliqué, c'est quand même 3,78 diarrhées en tant que sophomore, 83 manches lancées, 70 strikeouts pour 26 buts sur balle, et donc c'est ça un peu le plus compliqué, parce qu'il était
En freshman, ils avaient montré une telle maîtrise incroyable. Je le criais son nom sur tous les toits, c'est Jason DeCaro, tout simplement. Et Jason DeCaro, maintenant il est draft éligible puisque le temps passe vite, et c'est l'Ace. L'année dernière, il devait être l'Ace, mais il a eu du mal, et comme Jack Knapp a fait une saison d'Ace, tout simplement, c'est devenu l'Ace, et Jason DeCaro est descendu dans la hiérarchie, il était starter du dimanche. Là, il a de nouveau l'occasion d'être l'Ace, et c'est à lui de nous montrer que c'est l'un des meilleurs pitchers du pays, tout simplement. Moi, je n'ai pas de doute, mais après, bien sûr, c'est à lui de nous le prouver, tout simplement. À ses côtés, il y a un joueur qui a fait une très belle saison l'année dernière en tant que releveur, c'est Ryan Lynch. Il n'était que freshman et c'était 3.08 d'IRA sur 61 manches lancées quand même. Attention, il a des chiffres au même niveau que Jason DeCaro, avec un rôle différent, c'est vrai, mais c'est quand même, encore une fois, pas mal de manches lancées, pas mal de charges de travail. Maintenant, il est projeté comme starter numéro 2, un starter du samedi. On va voir est-ce que ce rôle est quelque chose qui va lui permettre de montrer qu'il est vraiment à ce niveau-là, ou est-ce qu'au contraire, ça va être un frein. C'est ce qui est un peu l'interrogation pour moi dans ce starting rotation, on va dire, de UNC. Puisqu'après, on a une valeur sûre comme Folger Boys. Folger Boys, c'est la même génération que Jason DeCaro. L'année dernière, releveur, bien sûr, mais qui a aussi lancé pas mal de manches. C'est 3,90 d'IRA. Donc, on a des joueurs assez solides à projeter. Et surtout, il y a une profondeur pour moi dans le pitching que pas mal de facs ACC n'ont pas. Il y a un autre freshman qui va être une interrogation. Est-ce qu'on va avoir le prochain Jason DeCaro ou Folger Boys? La personne de Caden Glober qui est projeté potentiellement un starter un peu remplaçant, c'est-à-dire starter de midweek et qui va plutôt travailler dans le bullpen. Et puis enfin, Walker McDuffie l'année dernière, très intéressant aussi, releveur qui là cette saison est projeté comme étant le closer attitré, forcément. L'année dernière c'est 3,74 d'IRA en 55 manches lancées quand même en tant que releveur. Vous voulez voilà, et lui aussi des chiffres comparables à Jason DeCaro et Ryan Lynch. Pour ne parler que de ces deux joueurs-là. Donc très clairement, UNC pour moi, ils sont chargés un peu partout. Bien sûr, il y a eu pas mal de transferts pour pouvoir un peu combler les brèches du départ. Il y a la draft est liée bien sûr aussi à la seniorité. On va voir comment ça se passe, mais clairement, c'est un effectif qui sur le papier n'a rien à envier à qui que ce soit dans cette conférence, même au niveau national. Quelques interrogations bien entendu, sinon ça serait pas du sport. Il y a bien sûr des inconnus. Mais pour moi, c'est le numéro 1 entre guillemets de la ACC. C'est l'équipe avec laquelle j'ai envie de terminer cette preview ACC, puisque pour moi c'est la meilleure équipe sur le papier encore une fois de ACC. Voilou. On en a fini avec notre preview ACC. Pour faire vite et pour le jeu, comme d'habitude je vous dis très rapidement, joueur de l'année, pitcher de l'année, freshman de l'année. Joueur de l'année, très peu de surprise, Drew Burress. Je pense que chaque année c'est le joueur de l'année en ACC tant qu'il est au college baseball. Pitcher de l'année, très peu de surprise là aussi, Aiden Knack, pour moi c'est le pitcher de l'année tant qu'il est en ACC, en college baseball tout simplement. Et pour le freshman de l'année, il y a beaucoup de comment dire ça, de joueurs. Je vais vous en donner un. J'ai envie de tenter ma chance avec justement un joueur de UNC. Et oui. Et donc, puisque j'ai parlé de Vance Honeycutt et donc de Tyler Howe ou Howie, eh bien c'est lui pour moi qui va être potentiellement le freshman de l'année. Alors il y a beaucoup de candidats. Il y a vraiment en tant que freshman qui sont projetés starters. Il y a bien sûr John Sutzer de Florida State. Même au niveau du pitching de UNC, je viens d'en parler. Bref, il y a beaucoup de noms freshmen qui sont projetés dans titulaires qui sont en line-up ou en tant que pitching. Enfin, titulaire en tant que pitching, ça n'a pas de sens, mais qui devraient avoir du temps de jeu en tant que pitcher. Ce qui fait que c'est très délicat de vous donner un freshman en tant que prédiction, mais voilà, je l'ai donné. C'est Tyler Howie, et donc vous pourrez soit vous moquer de moi à la fin de la saison, soit me jeter les plus belles fleurs que vous trouverez sur le chemin. Eh bien, ma foi, on a quasiment terminé ce petit marathon des previews. J'ai quand même dépensé pas mal en termes de salive. Et vous avez dû dépenser pas mal en termes d'écoute. Encore une fois, je vous remercie comme d'habitude pour le partage, pour les écoutes, pour les likes et compagnie. C'est vraiment énorme. Et moi, il me reste une preview et pas des moindres. C'est la preview, bien sûr, SEC. La meilleure conférence du pays. On aura des choses à dire, bien entendu. Donc du coup, je vais aller me reposer un peu et me préparer pour cette preview en vous disant à très bientôt, comme souvent. Allez, ciao.
two.